C'est pas un truc du genre il y a un numéro 1, puis un numéro 2, puis un numéro 3. Ça marche pas comme ça. Dans la plupart des startups, il y a un numéro 1 et plein de numéros 2. Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est une sinécure d'être numéro 2 par rapport à être numéro 1. Et à quel point ça peut être bien plus enthousiasmant. Vous êtes obligé, dans une équipe, d'avoir une idée préalable sur qui va être le numéro 1 dans la boîte. Donc, vous êtes obligé de définir préalablement lequel est le numéro 1 et lesquels sont les numéros 2. Pour une raison très simple, c'est que, d'abord, ça ne veut pas dire que si vous le définissez, c'est inscrit dans le marbre et c'est pour toujours. Ça peut changer. Mais vous devez vous simplifier le management et la gestion d'équipe pour ne pas avoir de problèmes psychologiques sur les moments importants et surtout les moments importants du début. Pour une raison très simple, c'est que la collégialité, ça ne fonctionne pas. La collégialité pure, ça ne fonctionne pas. Vous savez, la démocratie, c'est un système politique formidable pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux pour bloquer tout le monde. C'est pour une raison très simple, c'est que dans une société, vous ne voulez pas que quelqu'un ait l'ascendant sur qui que ce soit d'autre. Si moi je pense que tout le monde doit porter des chaussettes à petits pois et que c'est le summum de l'élégance, vous pouvez tous être rassurés que je ne pourrai jamais imposer ça au pays, même si je suis élu président. Et c'est ça le but de la démocratie. Le but de la démocratie, c'est structurellement réduire la vitesse des décisions pour éviter qu'un espèce de timbré vienne imposer sa volonté à tout le monde. Une société, c'est l'inverse. Dans une société, vous voulez qu'un espèce de timbré puisse imposer sa décision à tout le monde afin de voir si la décision était la bonne ou pas et si cette idée un peu dingue était la bonne ou pas. Donc c'est une structure très différente. C'est pour ça que dans les startups, et encore plus que les grandes sociétés, etc., dans ce moment qui est le passage de 0 à 1, il existe une seule forme politique efficace, c'est la dictature éclairée. Mais dictature. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Si vous commencez à ralentir la vitesse parce que vous êtes obsédé par prendre les bonnes décisions, vous allez avoir un vrai problème. Vous allez avoir un problème par rapport aux concurrents qui, eux, sont dirigés par des dictateurs. Vous allez avoir un problème de cohésion interne. Vous allez avoir un problème de motivation. Vous allez avoir un problème de dynamique. Et vous allez avoir un truc affreux, c'est que vous allez être dans la situation où vous allez passer plus de temps à discuter de ce que vous devez faire que de le faire. Or, pourquoi c'est tellement dangereux de passer plus de temps de discuter de ce qu'il faut faire que ce que l'on doit faire? C'est que la probabilité que vous sachiez ce qu'il faut faire et que vous tombiez juste sur ce qu'il faut faire du premier coup est tellement faible que vous avez un intérêt énorme à prendre des décisions vite simplement pour apprendre quelles sont les choses à ne pas faire. Donc ça peut paraître très étonnant, mais beaucoup d'entrepreneurs pensent que le but d'une boîte, c'est de prendre les bonnes décisions. C'est archi faux. Le but d'une start-up, c'est de prendre toutes les mauvaises décisions le plus rapidement possible. Comme ça, vous savez lesquelles sont les bonnes. Et vraiment, vous n'imaginez pas à quel point c'est dur de prendre les bonnes décisions. Si vous avez 5 minutes, allez regarder le premier slide deck de l'histoire de The Family qui a leaké sur Rude Baguette et qui raconte ce qu'est The Family. Je suis tombé dessus par hasard récemment. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la seule chose qui est vraie dans le deck, c'est que tous les jeudis, on dîne. Vous imaginez s'il y a, à la fondation de The Family, je m'étais dit que le truc le plus solide de tout ce qu'on avait mis au point, c'était qu'une fois par semaine, on allait bien bouffer. Je vous assure, j'aurais pas répondu ça. Même sachant qu'il était probable qu'il y ait des erreurs, etc. Pour une raison simple, c'est que c'est très très dur, avant de le faire, de savoir quoi faire. Et donc, vous devez au maximum optimiser votre structure de gouvernance pour pouvoir optimiser votre vitesse et non pas le pouvoir de décision. Il y a une différence entre avoir des questions et prendre une décision. Quand je disais dictateur, ça ne veut pas dire que t'en fais qu'à ta tête, que tu avances et qu'en fait, même quand tu ne sais pas, tu ne demandes rien. Parce que dans le cas de Mindy, je vais t'expliquer la différence. Et Mindy est un cas très amusant pour ça. Dans le cas de Mindy, ils passent leur journée à discuter entre eux pour savoir est-ce que le bouton il serait mieux en rose, en vert ou en violet. Et ça peut être des discussions chez eux interminables parce qu'il y a une sorte de sensibilité artistique incroyable dans ce qu'ils font. Par contre, quand Mindy a levé des fonds, c'est Stan qui a été, et les deux autres n'étaient même pas au courant qu'il y avait une levée de fonds.
Et les deux autres, ils étaient encore à discuter de la couleur violet, jaune et vert, parce qu'ils pensaient que c'était ça l'essentiel. Et effectivement, c'était ça l'essentiel. Et donc le truc qui était leur levée de fonds et le fait qu'il n'y ait plus de cash, de temps en temps, les mecs prenaient des nouvelles. Alors Stan, ça va là? Est-ce que tu es au courant qu'on n'est toujours pas payé? Voilà. Donc c'est ça le débat. Le débat, c'est... Et alors j'appelle ça la règle du dernier mot. C'est qui a le dernier mot et comment on tranche les choses. Il y a une seule façon, c'est de ne jamais attribuer une forme de rationalité à ce choix du dernier mot. Ne croyez pas que doit avoir le dernier mot celui qui a les meilleurs arguments ou celui qui parle le mieux ou je ne sais pas quoi. Doit avoir le dernier mot à un moment donné le CEO. Et que ce soit la bonne décision ou pas, il faut que les gens suivent. Sinon, ça ralentit. Alors évidemment, vous comprenez le problème structurel à ce mode de fonctionnement. Pourquoi 99% des startups explosent? C'est parce que celui qui a le dernier mot n'est pas le bon. Celui qui a le dernier mot n'est pas forcément le bon. Et si le taux de fiabilité du CEO est trop faible, les CEO finissent virés. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire être viré dans une startup? Ça veut dire que vos cofondateurs partent. Alors ça, ils vous laissent le poste, ils vous laissent la boîte, mais en fait, ils sont juste plus avec vous. Donc évidemment, c'est pour ça que tout à l'heure je disais dictature éclairée, ça ne vous épargne pas du fait de bien faire votre travail. Le problème n'est pas n'est pas quand vous ne faites pas bien votre travail. Le problème, c'est lorsque vous êtes en situation d'avoir le pouvoir de prendre la bonne décision et que vous ne la prenez pas parce que vous avez peur de heurter vos coéquipiers ou parce que vous êtes dans une collégialité stérile. Donc la collégialité n'est vraiment pas la forme recherchée. Alors, évidemment, être CEO et être le numéro 1 dans une société, c'est une légitimité qui se gagne au quotidien. C'est très 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 courant d'avoir des changements au début de numéro 1 dans des équipes fondatrices. Prenons un cas assez célèbre, c'est Uber. Uber, c'est l'histoire de Travis et de d'autres cofondateurs. Et Travis n'était absolument pas le CEO de la société. Il n'a même pas eu l'idée d'Uber. Par contre, très rapidement, il s'est avéré qu'il était de très très loin le meilleur exécutant et à mon avis assez naturellement de loin le meilleur dictateur. Et donc les deux autres se sont retirés et lui ont laissé la place pour accélérer la société. Tout simplement parce que c'est d'eux-mêmes qu'ils ont reconnu que sa légitimité était plus forte que la leur. Donc ça arrive, ne confondez pas prendre des décisions et ne pas changer d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais vous devez le plus rapidement prendre une décision sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'un CEO? C'est quoi le rôle d'un CEO dans une société? Alors le CEO, ce n'est pas le meilleur vendeur de la boîte, ce n'est pas le meilleur product guy de la boîte. En fait, être un CEO, ce n'est pas être une fonction. C'est quelque chose qui transcende ça. Être un CEO, c'est être responsable de 3 choses. La culture, la vision et le bouche-trou. La culture, parce que comme vous l'avez vu, la culture, c'est quelque chose d'essentiel dans une startup. Et vous avez besoin que le numéro 1 soit la personne qui l'incarne le plus. Si par exemple, votre culture, c'est d'être des super hipsters, et que votre CEO est le seul à ne pas être un hipster parce qu'il sort de Ernst Young et qu'il a une tronche d'auditeurs, eh ben, vous ne pouvez pas le mettre CEO, même si c'est le plus compétent. Tout simplement parce qu'il n'incarne pas la boîte. Et ça, très personnellement, je m'en suis rendu compte. Un jour, on m'a nommé CEO intérimaire. Alors déjà, rien que le concept de CEO intérimaire, j'aurais dû me méfier, d'une boîte dans le sport. Et j'ai eu des très 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 gros problèmes de crédibilité. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un et que je faisais mon pitch et que le mec était enthousiaste, je me disais mais putain, qu'est-ce qu'il doit être mauvais ce mec? Être enthousiaste sur un pitch par le sport par moi, il a vu ma gueule. Et j'arrêtais pas de me dire ça en back-end parce qu'en fait, un CEO doit incarner la légitimité de la boîte. Il a besoin, il faut que les gens puissent le voir et se dire ah oui, cette boîte c'est ça. Regarde, imaginez que Google, le CEO, soit pas un nerd. Imaginez que Jeff Bezos ne soit pas un radin. Imaginez que Steve Jobs soit pas un psychopathe. D'un seul coup,
la boîte perd énormément de sa valeur perçue. Parce que quelque part, il incarne profondément ce que la boîte doit être. Ça vous dira plein de choses sur The Family et pourquoi Alice est CEO. La deuxième chose qu'un CEO doit être, c'est qu'il doit être la vision. Alors qu'est-ce que c'est la vision? Il y a deux formes de vision. Il y a la vision stérile. La vision stérile, c'est je me mets dans un fauteuil, je pense très très fort et je me dis dans 25 ans, on sera ça. Bon, ok. Et puis il y a autre chose. Il y a le fait que, pour une raison inconnue, vous avez une forme d'instinct, et parce que vous aimez ce que vous faites, et parce que vous êtes qui vous êtes, vous avez une forme d'instinct actualisé sur de quoi l'avenir sera fait. Où c'est que tout ça va? Et alors vous ne savez pas exactement si vous serez le gagnant ou quelle place vous aurez dans ce schéma, mais vous vous rendez bien compte qu'il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose, c'est assez caractéristique des CEO, parce que ça leur donne un grand instinct sur ça c'est nous et ça c'est pas nous. Par exemple, à The Family, l'un des mots qui revient tout le temps, c'est le care. C'est le fait que fondamentalement, on se rend bien compte que les entrepreneurs, ils ont avant tout besoin de care. Moi, avant de fonder The Family, si on m'avait demandé de quoi a besoin un entrepreneur, je vous assure, j'aurais pas répondu care. J'aurais été plutôt de l'autre côté de la ligne. Ils ont besoin d'être bottés au cul et d'arrêter de nous emmerder. Mais en fait, c'est faux, parce qu'en fait, effectivement, le passage de 0 à 1, c'est un passage difficile, etc. Et c'est pour ça qu'au final, je peux batcher autant d'entrepreneurs que je veux en office hour, parce qu'à la fin de la semaine, le dîner est super sympa, que l'environnement est incroyable, que les meubles sont chaleureux, que les gens qui sont employés sont sympas, etc. Et pourquoi? Parce que tout ça, en fait, est avant tout incarné par Alice plutôt que moi. Moi, si j'étais responsable des recrutements à The Family, j'aurais tendance à prendre des gens beaucoup plus violents que la moyenne des gens qui travaillent chez nous. Mais le problème, c'est que ça casserait le cœur, je vous dis pas l'ambiance. Alors moi, j'adore ce genre d'ambiance, je m'en fous. Moi. Mais clairement, c'est contre-productif avec les entrepreneurs et c'est contre-productif avec la nouvelle génération d'entrepreneurs. Par exemple, prenez Oussama, près The Family. Vous lui demandez, est-ce que franchement, il y a de quoi faire une start-up en France? Ha, ha, ha. Mort de rire. Pourquoi maintenant je suis à faire le cake à The Family et je suis sur scène devant vous? Parce qu'il y a une putain de cinglé qui un jour m'a convaincu que non, il y avait une nouvelle génération en France extraordinaire et qu'il fallait l'aider. C'est juste que les règles étaient un peu différentes de ce que moi j'avais connu avant et que il fallait adapter tout ça. Vous vous rendez pas compte à quel point ça a été des moments d'illumination pour moi. Dans ce que je me suis dit, mais ouais, en fait, elle a parfaitement raison. Et ce genre de transformation psychologique laisse des traces. Parce que forcément, ça devient légitime. Je vais vous citer beaucoup d'exemples comme ça, mais par exemple, un jour, au tout début, on a embauché, on a essayé de construire quelque chose avec un ami d'un ami. Très intelligent, extrêmement doué, fascinant intellectuellement. Moi en plus, je l'adorais. J'ai passé des heures à discuter avec lui. Et Alice l'a licencié. Elle a eu beaucoup de mal à le licencier parce que c'est dur de licencier un mec sympa et talentueux. C'est ces trucs. Mais il y avait un problème fondamental, c'est que la vision fondamentale qu'il pouvait avoir de sa propre personne et de The Family était à des centaines de kilomètres de ce que The Family devrait devenir. Parce que trop senior, parce que trop peureux, parce que trop corporate en fait. Et typiquement, c'est le genre de choses où Nicolas ou moi, on s'accommode très bien. On s'accommode très bien parce qu'on a connu d'autres milieux, parce que sans doute on n'est pas aussi extrémiste sur ces sujets-là. Donc la légitimité doit venir de celui qui est le plus extrémiste. Et alors, c'est quoi la chance d'Alice de ce point de vue-là dans ce trio? C'est que, sachant ça, on lui donne tout pouvoir. Et en fait, avoir ce genre de confort et être dans la situation d'avoir une équipe qui vous soutient à 400%, c'est aussi ça qui bâtit la légitimité des numéros 1.
C'est que c'est un peu comme si, je sais pas si vous avez vu le film Godfather, mais moi il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans Godfather 1, c'est quand ce crétin discute les ordres de son père devant une famille ennemie. Et que le père lui dit Never discuss family business front of others. Et en fait, pourquoi? Parce que d'un seul coup, en fait, c'est la légitimité même de celui qui prend les décisions qui a l'air d'être magiquement détruite. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec toutes les décisions qui sont prises. Ça veut simplement dire que comme au final, vous croyez à la vision et qu'il y a un pourcentage de bonnes décisions supérieur au pourcentage de mauvaises décisions, parce qu'il y a forcément des mauvaises décisions, et ben vous restez dans le soutien et vous restez dans la construction de cette légitimité magique qui fait qu'ensuite, les tâches des autres numéro 2 et les tâches des autres numéro 3, et ben il y a quelque chose de positif qui se crée et qui continue en fait. Et c'est aussi pour ça qu'après, les managers ont eux-mêmes de la légitimité dans l'équipe, c'est parce qu'ils voient bien qu'au plus haut niveau dans la société, ça fonctionne comme ça. J'avais jamais eu ce sentiment avant de rencontrer l'équipe dirigeante d'AXA. AXA, c'est la première boîte du CAC 40 français où j'ai l'impression que des gens qui savent à peu près ce qu'ils font sont à la tête. Et il y a un truc qui ressort incroyable de les rencontrer à déjeuner tous ensemble comme ça, c'est que vous voyez tout de suite en fait que le CEO dise des conneries ou pas, ils sont tous hyper supportifs. Et parce qu'à un moment, le CEO, dans la conversation, s'est un peu lâché sur une idée qu'il avait et qu'on lui a inspirée. Et je sentais bien que le mec qui était responsable des risques était en crise de crispation profonde, en mode « Oh putain, je sens que je vais encore avoir des emmerdes ». Et personne n'a bronché autour de la table. Personne n'a essayé de mettre un peu de négativité ou etc. Je pense qu'ils l'ont gardé pour après en fait. Et parce qu'il y avait des gens qui étaient là, et si le CEO parle, bah, tout le monde supporte. Ça a l'air con, mais vous n'imaginez pas le nombre de boîtes du CAC 40 que j'ai vues dans ce genre de situation, en mode brainstorm, où les types commencent à dire « Ouais, mais non, tu sais bien que ça ne marchera jamais. » machin. Et en fait, ça ne fait que saper l'autorité de celui qui les représente. Et d'ailleurs, au passage, ils ne nous ont pas rappelé sur l'idée, donc je pense qu'il a réussi à le convaincre sur sa crispation. C'est juste que ça n'avait pas à avoir lieu pendant ce moment-là. Et la troisième mission d'un CEO, c'est le bouche-trou. Alors, c'est quoi le bouche-trou? C'est que finalement, un CEO doit faire tout ce que personne ne sait faire dans l'équipe et accepter de le faire avec grand plaisir. Et c'est toujours les trucs les plus chiants. Tout le monde a envie de faire de la vision, de la stratégie, grand thinking et tout ça. Tout le monde a envie. Par contre, écrire la énième presse commerciale à minuit parce qu'il n'y a personne qui sait écrire de presse commerciale, bah, ça fait chier tout le monde. Et finalement, en fait, c'est la contrepartie à être numéro 1, c'est que vous vous tapez tout ça. Au début, les gens adorent faire des interviews avec des journalistes. Puis une fois que vous l'avez fait une fois, 2 fois, 3 fois, en général, si vous êtes à peu près normalement constitué, vous n'en avez plus envie en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a une telle différence entre ce que vous racontez et ce qui est écrit. C'est tellement frustrant. Puis tellement tout le monde qui comprend rien autour de vous de ce qui a été écrit. Et donc très rapidement, en fait, vous n'avez plus besoin de le faire. Bah, ça, c'est le rôle du CEO. Être la public face of the company, c'est rarement un truc profondément enthousiasmant. Pourtant, il faut le faire. Et ça, c'est le rôle du CEO tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est payé à le faire, en fait. Donc le CEO, c'est un peu ce bouche-trou universel qui passe de fonction en fonction. C'est un peu comme quand Mark Zuckerberg explique le pire moment de ma vie, c'est quand j'étais CFO de Facebook. Et c'était terrible parce que j'étais un très mauvais CFO. Mais j'étais entouré d'ingénieurs dont la dernière des préoccupations, c'était l'argent qu'on dépensait tous les mois et l'argent qu'on gagnait tous les mois. Et donc, en attendant de trouver quelqu'un responsable de ça, bah, j'étais bien obligé de le faire, en fait. Et vous pouvez le voir comme ça, c'est vraiment ce sort de caméléon qui est prêt à apprendre ce que les autres ne sont pas prêts à apprendre ou ce que les autres ne savent pas faire. Et plus la qualité de votre équipe fondatrice est forte, et plus en fait ce rôle de bouche-trou est faible. Mais forcément, il y a forcément des trous en fait dans l'équipe. Un CEO, en plus de tout ça, en plus de ces 3 missions fondamentales, et parce qu'il porte ces 3 missions fondamentales, il a une fonction qui dérive de ça, qui est une fonction essentielle, c'est qu'il est celui qui donne le feedback permanent. Et alors ça, c'est la chose la moins naturelle du monde. Il n'y a rien de plus
contre nature que de donner son opinion aux gens et son feedback en permanence. Il y a une bonne façon de se représenter ça. C'est imaginez, vous êtes invité à une soirée par des amis. Alors les gens ne font plus ça, mais imaginez qu'on a encore des diapos. Et les gens vous montrent leurs photos de vacances. Bah, ils vous le montrent sur l'Apple TV. Et puis ils vous montrent une photo, 2 photos, 3 photos. Et là, réflexe, vous le levez. Et vous dites au type, écoute mec, tu vois, quand tu prends tes photos, tu les prends souvent à contre-jour. Et ça réduit beaucoup mon expérience en tant qu'invité. Et puis tu vois là sur la photo 4, franchement, tu vois bien que l'angle à gauche, il était mieux que l'angle à droite. Qu'est-ce que t'as foutu? Et puis, franchement, tu nous fais chier avec tes photos. Bah, vous n'allez pas être réinvité à dîner très souvent en fait. Et Dieu sait que si vous aimez la photo, à chaque fois que vous avez vu des photos de vacances, vous le pensez sincèrement. Et parce que vous avez passé votre vie à ne pas dire ce que vous pensiez, parce que c'est la forme naturelle et polie de vie en société. Ouais, je ne suis pas du tout en train de vous dire que je rêve d'un monde où tout le monde dit en permanence ce qu'il pense. Hein. C'est vraiment des conneries. Il faut vraiment être un ado pour croire que c'est un bon monde, ça. Mais le problème, c'est que quand vous rentrez et que vous franchissez le monde de la société et de la start-up, bah vous avez besoin de ce type qui passe son temps à dire qu'est-ce qui ne va pas et qui le fait le plus correctement possible et qui le fait de façon constante. Et alors, c'est quoi le problème à ça? Le problème, c'est que les gens, même quand ils sont très intelligents, ils ne savent pas prendre un feedback autrement que personnellement. Et alors, en plus, il y a des différences culturelles là-dessus. Encore aux États-Unis, comme ils apprennent à donner les feedbacks avec politesse, this is awesome, but. donc ils ont un peu plus facile. Comme en France, la seule feedback qu'on reçoit, c'est pour vous dire que vous êtes nul. Toute personne qui reçoit un feedback présuppose qu'il est nul. Ça lui rappelle sans doute sa prime enfance et l'école. Puisqu'on ne donne pas de feedback aux bons élèves en France. Si vous étiez du côté des premiers de la classe, vous le savez. On ne reçoit pas de feedback quand on est premier de la classe. Et d'ailleurs, quand on est dernier de la classe, on en reçoit un feedback permanent. C'est que vous êtes le dernier. Parce qu'on n'a pas cette culture de « maybe you can have done better if you have done that and that and that ». Et en fait, même aux États-Unis, c'est très très dur de donner du feedback parce que ok, les gens sont en moyenne moins personnels et plus business, mais ça reste qu'une moyenne en fait. Parce que toute personne qui reçoit tous les jours du feedback en a forcément marre à un moment. Et réussir à dépersonnifier ça et réussir à le rendre normal, c'est la chose la plus dure. Par exemple, Fanny de My Little Paris, elle raconte qu'à My Little Paris, c'est un environnement où les gens se disent ce qu'ils pensent très facilement, pour une raison très simple, c'est qu'à chaque fois qu'elle embauche quelqu'un, elle joue au jeu de les agresser le plus rapidement possible pour qu'ils perdent leur ego. Et quand les types voient qu'ils se prennent des feedbacks à longueur de journée devant tout le monde et que ça semble ne gêner personne et que personne n'est mal pour eux et que c'est eux les seules personnes à être mal, bah très vite ils rentrent dans le jeu en fait. Et puis eux-mêmes donnent leur feedback. Et ça donne un environnement où les gens se disent les choses très facilement. Mais c'est très très dur parce qu'à chaque fois que vous faites rentrer quelqu'un qui ne passe pas cette étape, vous devez le virer immédiatement parce que vous ne pouvez pas faire de favoritisme. Elle a choisi cette culture du feedback extrême, qui est un environnement très franc. C'est très dur comme choix. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous devez rentrer là-dedans. Il y a quelques éléments qui peuvent vous aider à donner de meilleurs feedbacks et à apprendre à donner du feedback. La première chose, c'est soyez authentique. Les gens, surtout les gens compétents, ont un détecteur à bullshit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que ne pas donner de feedback parce que vous vous dites, bon, cette fois, c'est pas grave. Et résultat d'avoir ce phénomène de la goutte qui fait déborder le vase. Parce que d'un seul coup, vous avez accumulé tellement de trucs contre la personne pendant tellement longtemps que le jour où ça sort, c'est une tornade fondamentale, alors que le jour où ça sort, c'est sur un détail. Les gens peuvent ne pas comprendre ça. Donc apprenez à être le plus authentique possible et n'essayez surtout pas de manipuler le sentiment des gens en essayant d'utiliser leurs forces et leurs faiblesses à votre avantage. C'est un jeu où vous perdez forcément en fait. Forcément, à un moment ou à un autre, vous direz le mot de trop, etc. Et comme vous avez protégé pendant trop longtemps, quand ça tombe en fait. Donc c'est un jeu trop dangereux pour y jouer. La deuxième chose, ne donnez jamais de feedback aux gens que vous n'aimez pas. Et les gens que vous n'aimez pas, que vous ne supportez pas, virez-les. Le feedback, ce n'est pas un outil
qui permet de rendre des gens qui font pas bien leur travail en personnes qui font systématiquement bien leur travail. Ça fonctionne pas. S'il n'y a pas des fois où les gens vous impressionnent et où vous n'avez pas besoin de leur faire de feedback, bah, en fait, le feedback sert à rien parce qu'il est trop systématique et il crée trop de distance. N'ayez surtout pas l'illusion que vous pouvez rattraper la compétence des gens. C'est pas, si les gens sont clairement incompétents, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas le feedback qui va les sauver de leur incompétence. Ne soyez jamais personnel dans votre feedback. Alors ça, c'est la chose la plus dure à faire. Et j'en sais quelque chose. C'est très très dur de ne pas attaquer personnellement les gens. Et ça demande de l'entretien, et ça demande de l'entraînement, et ça demande un peu de discipline. Mais ça ne sert à rien de prendre les gens personnellement. Et Dieu sait que c'est pourtant l'explication la plus rationnelle, la plupart du temps, aux erreurs des gens. Prenons un exemple gentil, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais les rares erreurs que Hugo nous fait, c'est parce qu'il est trop gentil. Le problème, c'est que vous pouvez pas vous dire, vous pouvez pas aller donner comme feedback à Hugo et lui dire, écoute Hugo, tu vas me rendre un service, s'il te plaît, tu vas arrêter d'être trop gentil. Parce que je veux que tu changes ta personnalité, parce que ta personnalité ne nous va pas. Vous voyez bien, vu comme ça, c'est hyper absurde. Pourtant, ça veut donc dire le corollaire que des fois, vous devez admettre de ne pas donner de feedback parce que c'est juste Hugo et qui est super sympa, quoi. Et vous le savez, vous l'avez admis et ça fait partie de votre équation. Donc, les éléments personnels ne peuvent pas rentrer dans le feedback. Et c'est comme ça. Je sais pas, c'est comme rien de pire que les gens qui humilient en public. Rien de pire. En plus, c'est un manque d'intégrité et de courage incroyable. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le en privé. C'est pas la peine de vous prendre la tronche avec les gens en public ou de les moquer. Ça n'a jamais aidé personne. Le management par la terreur, ça ne marche pas. Même les mecs à la Steve Jobs, etc., vous entendez des histoires d'horreur pas possibles, etc. Quand ils font ce genre de choses, ils le regrettent après. Hein. Je vous assure qu'il y a beaucoup plus d'histoires sur Steve Jobs qui va s'excuser lamentablement auprès des gens que d'histoires de Steve Jobs qui pètent un câble. C'est juste qu'elles sont moins médiatiques. Alors évidemment, des fois dans la vie, c'est plus fort que vous, les émotions prennent le dessus, etc. Et vous craquez, mais c'est pas quelque chose à mettre en faveur de votre crédit. Et même ces types-là ne mettent pas ça en faveur de leur crédit. Il y a bien que les gens à l'extérieur qui reçoivent ces histoires après storytelling, qui pensent que ces gens-là mettent ça à leur crédit. Et je pense que l'histoire la plus fascinante, c'est dans la bio de Steve Jobs, où en fait il était contre les disques durs. Steve Jobs a été contre les disques durs, c'est absurde. Et ces ingénieurs voyaient bien qu'il faisait une erreur incroyable. Et ils ont donc décidé de mettre au point un disque dur dans son dos. Et il y avait un ingénieur de Toshiba ou de Sony qui était là pour parler disque dur. Et Steve Jobs était en train d'arriver dans le couloir. Et ils ont eu tellement peur que Steve Jobs tombe sur le type qu'ils ont mis le type dans un placard. Et ils lui ont dit rentre dans le placard. Le mec est rentré dans le bureau, machin. Et ils l'ont sorti du placard. Et dans la bio, Steve Jobs raconte qu'il regrette vachement en fait cet épisode. Parce qu'il dit j'ai mis les gens travaillant pour moi dans une telle situation de terreur par rapport à un sujet qui était légitime que le monde entier nous moque comme les types qui ont besoin de mettre quelqu'un dans le placard parce que le patron est pas drôle. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire parce que Steve Jobs est devenu une légende et que ça participe à la construction de la légende. Maintenant, je vous raconte cette histoire avec Stéphane Richard et un mec a été mis dans un placard parce que Stéphane Richard rentrait dans un bureau. On se dira, mais quel débile ce Stéphane Richard. Parce qu'il n'aura pas rattrapé par ses résultats les histoires personnelles qu'il aura construites. Par définition, vous devez faire très attention à la personnalité des gens en fonction de votre propre personnalité à donner du feedback. Si vous êtes du genre franc et agressif, vous devez le vérifier tout de suite. C'est l'une des rares choses qui se vérifie en entretien. C'est est-ce que les gens sont agressifs ou pas. Par exemple, j'ai un très très bon ami qui s'appelle Philippe Rochex. Philippe Rochex a une caractéristique assez fabuleuse. C'est que 4 personnes sur 5 qu'il rencontre viennent me dire « Mais putain, mais quel connard !» Et pour une raison très simple, c'est que Philippe, il a une philosophie dans la vie assez simple.
C'est qu'il dit « Toute personne qui me rencontre pour la première fois et que je ne vexe pas est une personne qui deviendra mon ami. » Et alors, il est absurde, parce que ça fait tellement d'années qu'il joue à ce jeu. Par exemple, il a rencontré Willy de France Digital, et Willy lui a dit, Willy lui a dit qu'il travaillait dans un lobby, et il lui a répondu « Ah bon, t'es groom ?» Et alors, il a essayé de lui expliquer ce qu'était un lobby, et Philippe a été hyper agressif sur « Non mais tu te rends compte que ça sert à rien, que sous-entendu, t'es une fausse merde ?» Willy m'en parle encore, quoi. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il est tellement direct et tellement brutal qu'il s'est entouré de gens que ça ne choque pas. Et par exemple, à l'inverse, il adore Alice, parce que la première fois qu'il a rencontré Alice, il a dit « je sais pas quoi » sur son nez. Et Alice lui a répondu « Ah bon, tu trouves ?» Et alors, il a été encore plus loin, il a dit « je sais plus quoi ». C'était tellement gros que je m'en souviens même pas. Et Alice l'a trouvé cool. Et en fait, c'est la même histoire sur ma rencontre. Le jour où je l'ai rencontré, on était deux. Et on vous parle de quelqu'un qui dirige l'une des plus grosses sociétés de réassurance du monde. Et il fait ça sur tous ses collaborateurs, ce qui crée un tri énorme. Et il a que des équipes remplies de gens simples, sympas, qui se prennent jamais la tête, parce qu'il ne veut pas gérer les autres, en fait. Mais ça, c'est une ligne extrême, parce que 9 collaborateurs talentueux sur 10 ne peuvent pas travailler avec un psychopathe pareil. C'est juste pas possible, en fait. Alors lui, il est dans une telle position de pouvoir et dans une telle position où, de toute façon, vu les salaires qu'il donne, n'importe qui rêverait de travailler pour lui, que bah, il y va à la chaîne. Mais c'est pas forcément votre situation, donc c'est compliqué. Il faut trouver l'équilibre entre votre personnalité, le type de feedback et la qualité des feedbacks que vous vous donnez, et ce que les gens sont prêts à accepter. Il y a des gens beaucoup plus politiques et au final, le résultat est le même. Parce qu'ils ne heurtent pas les gens quand ils leur donnent de feedback. C'est un grand talent, beaucoup plus que de traiter les gens de groom à la deuxième phrase qu'ils disent, parce qu'ils ont dit qu'ils travaillaient dans un lobby. Elle est drôle quand même. La dernière chose à retenir, c'est que les feedbacks, par définition, ne sont pas un monologue. Un bon feedback, c'est aussi un dialogue. Un bon feedback, c'est le moment où les gens expliquent pourquoi ils ont fait telle erreur, etc. Et vous devez les entendre. Par contre, il y a une grande différence entre entendre des excuses et admettre n'importe quelle excuse. Prenons un exemple tout bête. Récemment dans The Family, quelqu'un a passé plus de temps à taper des screenshots plutôt qu'à utiliser son cerveau. Parce qu'on a reçu une data room où tout était en format papier scanné. Et donc, il a travaillé nuit et jour à taper tous les documents. Et évidemment, on s'en est pas rendu compte. Le jour où le chef de projet sur la data room a appris ça, il est devenu dingue. Il dit, mais tu te rends compte qu'il suffisait de payer 100 $ à un Indien sur Odesk et c'était réglé en 24 heures. Qu'est-ce qui t'a pris à taper 2 semaines, nuit, tous les jours? Alors, il dit, ouais, mais j'ai beaucoup travaillé. Le problème, c'est que c'est complètement à côté de la plaque comme travail. Et typiquement, le dialogue qui va se créer expliquant le process par lequel il est arrivé là, à ce point-là, et l'occasion rêvée de remonter toutes les erreurs qu'il a faites pour en arriver à cette erreur fondamentale. D'avoir cru que économiser 200 €, c'était plus important que de les payer et d'aller vite, en fait. Un bon feedback, c'est un feedback que vous donnez tout le temps. Vous ne pouvez pas, donner du feedback aux gens tous les 6 mois et donner aux gens le sentiment que pendant 6 mois, ils faisaient tout bien, puis d'un seul coup, vous leur tombez dessus et vous effacez 6 mois de travail. Et c'est un peu, pensez-y, c'est un peu la même histoire que les MVP ou tout ça. Si vous mettez 2 ans à mettre votre produit au point et que vous le lancez et que personne ne l'achète, vous le prenez super mal. Forcément. Parce que c'est 2 ans de votre vie qui viennent d'être effacés par l'incompréhension des gens. Si vous lancez un truc au bout de 2 mois et que les gens n'achètent pas, bah, il vous reste encore 22 mois pour recommencer 12 fois. Et c'est ça le point. Le point, c'est que comme vous n'avez pas envie d'attendre le feedback de vos utilisateurs, vos employés n'ont pas envie d'attendre de faire les choses mal pendant des mois avant de recevoir eux-mêmes leur propre feedback.
Alors, le feedback, c'est un point essentiel en fait, du boulot de numéro 1. C'est évidemment aussi un point essentiel du travail de numéro 2, etc. Mais quelle est la différence fondamentale donnée entre le feedback d'un numéro 1 et le feedback que n'importe qui d'autre peut donner dans une société? La différence, c'est que le feedback qui est donné par le numéro 1 est le feedback final. Forcément, les gens ne sont pas d'accord sur tout. Forcément. Forcément, les gens disent des bêtises. Forcément, les gens, des fois, pensent qu'ils font bien alors qu'ils font mal. Et forcément, leurs managers peuvent être aussi à côté de la plaque. Le gros problème de la hiérarchie, c'est que vous mettez des gens dans des situations de pouvoir par rapport à d'autres, et que comme les gens sont plutôt respectueux, ils bâtissent la légitimité de leur pouvoir par rapport au pouvoir des premiers. Gros problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand celui qui avait le pouvoir se trompe? La seule façon de pouvoir contrer ce genre de choses, c'est d'établir une discipline dans laquelle le feedback suprême est le feedback final et tout le monde ne discute plus. Si vous arrivez dans ce genre de situation et si vous arrivez avec ce genre de discipline d'exécution et de vitesse d'exécution, vous êtes dans une organisation sociale où les gens passeront plus de temps à travailler qu'ils ne passeront de temps à discuter. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais discuter? Bien sûr que non. Ça veut simplement dire qu'il faut discuter simplement sur les sujets les plus importants. Instituer cette culture-là, ça passe aussi par l'intervention du CEO. Parce que personne ne peut atteindre ce rythme de croisière avant des années. Tout ce que je suis en train de vous dire là, en général, ça prend des années à être institué dans une entreprise. Une équipe fondatrice est rarement en vitesse de croisière à la fondation. Un CEO est très rarement à la vitesse de croisière à la fondation. Ça prend beaucoup de temps de devenir un CEO. Et notamment, le fait d'être dans cette logique du feedback permanent, ça permet aussi de faire des erreurs, ça permet aussi d'apprendre. Puisque la probabilité que 100% des feedbacks que vous donniez soient les bons est très faible. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait qu'un feedback, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Puisque plein de fois, vous allez donner un feedback en croyant que vous avez tort, alors qu'en fait, la personne avait raison. Et elle va réussir à vous convaincre. Et ne mettez surtout pas votre ego au mauvais endroit. C'est pas parce qu'à un moment, on vous a donné un ballon en vous disant « You are the one », tu as le droit de donner des feedbacks à tout le monde, que ça veut dire que tous les feedbacks que vous donnerez sont pertinents, que ça veut dire que tous les feedbacks que vous donnerez aboutiront au résultat espéré. Ce n'est pas le cas. Des fois, les feedbacks changent en cours. Des fois, quand les gens pensent que quand vous pensez que quelqu'un a fait une erreur, peut-être que tout simplement, c'est vous qui êtes en train de faire une erreur d'appréciation. Donc le feedback, c'est aussi la façon de garder le cap pour un CEO, mais c'est surtout l'instrument d'éducation numéro 1 pour un CEO. Pourquoi? Parce que son rôle, ça sera de permettre ensuite le scale. Je m'explique. Imaginons un cas. Quelqu'un fait B plutôt que A. Et parce que, pourtant, vous aviez voulu qu'il fasse A. Vous donnez le feedback, tu devrais faire A. La personne dit non, je vais faire B, et B est la meilleure chose. Résultat, la personne vous convainc que, en fait, B est mieux que A. Donc maintenant, en tant que CEO, vous venez de gagner, en donnant ce feedback-là, vous venez de gagner une marque de conviction. Et bien maintenant, B, vous pouvez le multiplier des centaines de fois. Parce qu'un jour, vous ouvrirez un nouveau pays, parce qu'un jour, vous aurez une nouvelle équipe, parce qu'un jour, cette personne quittera peut-être l'entreprise, et la seule chose qui restera, c'est vous. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le CEO. Le CEO, c'est la seule personne qui, dans une entreprise, ne devrait pas être remplacée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crises dans lesquelles les CEO sont remplacés. Les CEO aussi passent sous des bus. Ils n'ont pas de pouvoir magique. Mais c'est la pire chose qui puisse arriver.
Un CEO qui passe sous un bus, c'est 90% de la valeur de la société qui disparaît pendant un long moment. Parce que le point central de celui qui avait l'information la plus complète vient de passer sous un bus. Et donc, par définition, il était le seul à avoir ce point de vue omniscient et omnipotent. Et c'est sans doute la chose la plus dure à faire. Et c'est pour ça que l'instrument du feedback est une mission essentielle. Puisque donner du feedback, c'est la façon la plus simple d'apprendre et également d'apprendre des gens. C'est pour ça que tout ça n'est pas pour vous dire que vous savez exactement ce qu'il faut faire dans votre boîte. Mais c'est surtout quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire qu'il faut donner du feedback. Puisque c'est dans ces moments-là que vous apprendrez, en fait, si ce qui est fait est légitime ou pas. Et donc, ça demande pas mal de sensibilité, ça demande pas mal de confiance, ça demande aussi de comprendre et d'admettre qu'il y a des moments, juste, vous ne panez rien, en fait, parce que c'est un sujet technique. Par exemple, hier, j'ai assisté à une réunion, c'est très très rare que ça m'arrive, mais ça m'arrive, petit moment d'ego personnel. Mais je suis rentré dans une réunion, je n'ai pas compris le premier mot qui a été prononcé dans la réunion, jusqu'au dernier mot de la réunion, et j'ai vraiment rien compris. Et pourtant, c'est une décision très importante, et j'ai senti une sorte de panique que je ressens rarement, qui est merde, je ne processe pas l'info. Qu'est-ce qui se passe? Et alors j'ai été lire sur Internet et j'ai encore moins compris. J'ai passé la nuit à lire des trucs sur Internet qui disaient tout l'inverse de tout ce que j'avais entendu pendant la réunion. Et en fait, je pense que ce genre de moments sont des moments structurants pour les CEO. Parce que quelle est la première chose que j'ai faite? C'est d'envoyer un email à Alice et lui dire bon, ben, faudrait que tu ailles te renseigner en fait. On va voir si tu t'en sens mieux. Et parce que en fait, typiquement, il y a des moments comme ça où l'information se bâtit collectivement et l'apprentissage se bâtit collectivement. Est-ce que ça veut dire que dans 15 jours, je comprendrai toujours rien? J'en sais rien. Mais passer par ce process de feedback et passer par cette review m'a fait prendre conscience en fait que je panais rien et m'a fait prendre conscience qu'en fait les gens racontent des histoires qui ne sont pas si évidentes que ça. Et notamment, l'outil du feedback, c'est ce qui permet au CEO d'admettre que jamais rien n'est une évidence. Jamais rien. Parce que, notamment, quand vous ne comprenez pas quelque chose, c'est le meilleur moyen pour forcer les gens à vous l'expliquer, vous le réexpliquer, vous le réexpliquer, jusqu'à ce que vous compreniez. Ça peut être sans doute vu comme stérile, ça peut être mal perçu par les gens qui expliquent, ils s'agacent plus ou moins, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas lâcher. Parce que l'enjeu fondamental, c'est que vous mainteniez toujours le niveau d'information de l'ensemble de l'entreprise au plus haut niveau. Alors ça va plus ou moins vite, mais c'est votre mission. Souvent, les gens pensent que les séances de feedback, etc., servent à ce que celui qui en sait plus de dire à celui qui en sait moins. Mais les feedbacks servent surtout à faire l'inverse, à mettre les gens qui en savent plus dans la situation de décortiquer tout ce qu'ils savent pour l'expliquer à quelqu'un qui en sait moins, pour voir si en fait eux-mêmes n'ont rien oublié en chemin. Et donc, forcément, on ne peut pas être universellement compétent, mais par contre, on peut avoir du feedback sur tout. Et ça, il y a un domaine où c'est encore plus grave que la start-up, c'est la politique. C'est comme quand j'entends des gens me dire « Ah oui, mais c'est pas grave, il a des conseillers ». Le jour où vous entendez ça sur un homme politique, inquiétez-vous très fort. Le travail d'un homme politique, c'est de mettre ses conseillers sur le grill en permanence. Parce que les conseillers sont persuadés de savoir, d'être compétents, d'avoir un ego surdimensionné. Si un jour un homme politique ne comprend pas ce qu'un conseiller lui dit, comment voulez-vous que la population le comprenne? Comment voulez-vous que le marché le comprenne? Et d'ailleurs, les mauvais hommes politiques ont toujours l'impression d'être ces espèces de marionnettes ballottées de conseiller en conseiller et qui comprennent strictement rien à ce que les gens disent ou font autour d'eux. La caractéristique d'un homme politique, c'est pas d'être intelligent. Ça se saurait si les gens les plus intelligents du monde faisaient les meilleures politiques. C'est pas ça. Le talent politique, c'est autre chose. C'est le rôle du conseiller d'être intelligent. C'est le rôle du politique de vérifier qu'il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Comme je vous l'ai expliqué, 3 missions. La culture, la vision, le bouche-trou. Sur ces 3 missions-là, l'instrument de fabrication de ces 3 missions, c'est de rentrer dans un mode feedback et de rentrer dans cette construction de la légitimité par le feedback.
quelle est la conséquence première à ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de 99% des CEO? Et alors avant, je l'entendais théoriquement, mais depuis que je fais The Family et que je vois des entrepreneurs à longueur de journée, je me rends compte à quel point c'est vrai. C'est le sentiment d'imposture. Quel est le sentiment psychologique qui se développe chez la plupart des leaders qui sont psychologiquement sains? C'est l'imposture. C'est de se dire, mais bordel, personne ne se rend compte qu'en fait, je suis le plus gros imposteur du monde. Et ça, c'est une panique essentielle où les gens, d'un seul coup, se disent, mais putain, je ne vais jamais être à la hauteur. Je ne vais jamais y arriver. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un grand écart entre les pouvoirs qu'ils m'attribuent et mes pouvoirs réels. Et en fait, c'est un phénomène psychologique tout à fait sain. Et si je peux vous donner un conseil, si vous êtes avec un cofondateur qui est CEO et qui n'a jamais ce sentiment-là, inquiétez-vous très fort. Parce que les psychologues et les psychiatres expliquent que si vous n'avez pas ce sentiment-là, vous n'êtes pas normal en fait. Comment? Vous êtes un vrai psycho pour le coup, ouais. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques premières des sociopathes, que ne jamais douter en fait de leur performance et de transformer ce que les gens acclament dehors en ce qui se passe dans votre tête. Ouais, il est génial. C'est incroyable, je suis génial. Et quand vous avez cette transition automatique entre ce que les gens disent dehors de vous, alors qu'ils vous ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et ce qui se passe dans votre tête, vous vous inquiétez. Par exemple, récemment, j'ai un entrepreneur qui en Office Hour m'a sorti, qui était très très bon en stratégie, puisque plus de 250 personnes sur LinkedIn lui avaient attribué la compétence stratégie. Et non mais rigolez pas, ça m'a vraiment vraiment fait flipper. Et là, pour le coup, là, j'enlève ma casquette et je mets la casquette de psychiatre. Je lui demande de s'allonger et on parle 2 minutes, quoi. Je pense que c'était très, très dur pour lui d'admettre qu'en fait, effectivement, ça voulait sans doute rien dire, en fait. Et que si ça se trouve, en fait, oui, il était peut-être aussi mauvais que les autres en stratégie et que l'état de son chiffre d'affaires tentait à le démontrer. Évidemment, c'est normal d'avoir ce sentiment. Par contre, le corollaire à ça, c'est que ce sentiment ne doit pas vous submerger. Et c'est très dur. C'est très très dur. Parce que c'est un sentiment tellement angoissant et tellement prenant qu'il peut vous faire sombrer et il peut vous faire sombrer du mauvais côté. J'ai pas de réponse universelle à comment gérer votre psychologie. En France, on est dans un pays où gérer sa psychologie, c'est mal vu. On se dit non, ça veut dire qu'on est dingue, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur, ça veut dire que machin. Et d'ailleurs, ça se voit dans un domaine un peu plus que les autres, c'est le sport de très haut niveau. Récemment, j'ai déjeuné avec la psy de l'INSEP, qui raconte plein de choses en fait, sur la psychologie des grands sportifs. Et vous n'imaginez pas à quel point les grands sportifs peuvent partir perdants dans leur tête. Et le fait d'apprendre à être gagnant dans sa tête, ça ne veut pas dire croire qu'on peut faire aucune connerie. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que les sportifs qui se disent c'est facile, je vais y arriver, je suis le meilleur, ils perdent autant que les sportifs qui se disent ah, je vais jamais y arriver, je suis trop nul. Je suis pas en train de vous faire un séminaire à l'américaine en vous disant you are a winner, you can win, and everybody else is loser because we did not pay coup d'état. Même si c'est un petit peu vrai. Le fait que vous devez rentrer dans cette spirale et que vous devez la vivre, c'est très dur. Alors, se faire coacher, c'est pas idiot, mais le problème, c'est que la plupart des coachs sont des nuls. Alors, c'est déjà un travail de se faire coacher. Il faut réussir à trouver un coach qui soit vraiment, vraiment très solide. Par contre, admettre que vous puissiez avoir besoin de coaching d'un point de vue psychologique, c'est pas une mauvaise chose. Il y a pire dans la vie. Alors moi, j'ai une technique très, très, très personnelle pour ne pas vivre ce truc. C'est de me dire que toutes les conneries qui arrivent dans les boîtes dans lesquelles je suis sont de ma faute. Je vous allez vous dire, c'est hyper affreux. Mais en fait, moi, c'est quoi mon rapport à ça? Mon rapport à ça, c'est de me dire, étant donné que c'est de ma faute, c'est pas grave. Parce que de toute façon, effectivement, quand il y a des conneries, vous pouvez blâmer les gens, vous pouvez blâmer l'univers, vous pouvez blâmer tout. Si vous vous blâmez vous-même, bah, c'est plus simple parce que si vous vous dites c'est de ma faute, ça vous donne aussi l'espoir que la prochaine fois,
vous pourrez le régler. J'ai ce sentiment permanent que quand il arrive des choses dont je suis pas fier, ou des conneries, ou des machins, c'est pas grave, c'est ma faute. Et puis la prochaine fois, je donnerai le bon feedback au bon endroit, où je vérifierai un peu mieux à comment je recrute telle ou telle personne. Je vérifierai avec plus de rigueur tel et tel process. J'écrirai tel ou tel article, etc. C'est pas grave. Et puis si l'erreur recommence, je me dis c'est encore de ma faute, c'est juste que j'ai pas travaillé assez. Et je trouve que c'est hyper libérateur de se dire qu'on a le pouvoir sur les choses, même les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Parce que finalement, ça vous met dans une logique et ça vous met dans une posture qui est ce que les Romains appelaient Excelsior. Excelsior en latin, ça veut dire toujours plus. C'est comme ça qu'on élevait les petits soldats romains. C'est tu t'es pris des coups, c'est de ta faute. Le mec était plus fort que toi, c'est de ta faute. Tu t'es fait assassiner au Sénat, c'est de ta faute. Excelsior. Et en fait, si vous y croyez vraiment à cette histoire du Excelsior, vous comprenez que votre courbe d'apprentissage, elle est infinie. J'étais infiniment plus con l'année dernière que cette année. Et ça se vérifie depuis ma naissance. Et c'est une croyance profonde que j'ai. Et si vous gardez cette croyance, ça veut aussi dire que tous les ans, vous serez mieux que l'année précédente. Et ça veut dire que vous gardez en fait ce point. Et donc, par exemple, si on rate un contrat, je me dirai jamais que c'est parce que le client a mal compris ou que en fait c'est une erreur de machin. Non, j'ai pas été assez bon. Point. Et je vous assure que c'est hyper libérateur en fait. Parce que si vous avez ça et un goût pour le long terme, vous vous rendez compte que en fait tout se résume simplement à du temps et du travail. Et alors, petite minute très personnelle, les gens me demandent toujours comment ça se fait que je sois aussi jeune. Et ils disent c'est dingue, c'est beaucoup de maturité, blablabla. Mais en fait, je pense que tout ça s'explique avec ça. C'est tout simplement que j'ai jamais admis aucun élément extérieur et encore moins mon âge. On passe notre temps à expliquer aux gens qu'il y a des âges pour faire des choses et c'est complètement faux. 99% des gens n'ont pas la maturité suffisante pour faire des choses à l'âge qu'ils ont. Mais si vous simplement vous imaginez que les éléments extérieurs ne sont pas responsables, mais qu'il n'y a que vous qui êtes responsable, vous ne vous dites pas j'ai planté ma première boîte parce que j'étais trop jeune. Vous dites simplement j'ai planté ma première boîte parce que j'étais trop mauvais. Et si vous mettez l'excuse au bon endroit, ça vous fait aussi mettre vos actions au bon endroit, qui est simplement d'être meilleur. S'il y a du vent de face quand vous courez, il suffit juste de courir plus vite. C'est tout. C'est une technique, il y en a plein d'autres, il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus, mais comprenez que votre pire ennemi, en fait, c'est vous-même. Et récemment, j'ai vu un reportage sur Arte sur les golfeurs de gros niveau. Et ça suivait l'équipe de France de golf. Et je suis absolument pas étonné que les Français ne gagnent rien en golf. Mais c'est un truc de psychopathe. Les mecs, dès la première image, tu vois qu'ils sont tous perdants. Ils sont arrivés, ils sont déjà à râler que, en fait, dans le club où ils sont, la lumière, elle n'est pas dans la même diagonale par rapport au trou et l'emplacement du soleil que d'habitude. Et ça les perturbe vachement. Et je me suis dit, mais c'est vraiment dingue que ça leur vienne à l'idée, ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas commencé la compétition, qu'ils ont déjà trouvé l'excuse probable pour expliquer pourquoi dans 3 heures ils allaient foirer. Au cas où ils foirent. Forcément qu'ils ont tous foiré. Hein. Parce que s'il y a un sport où c'est pas une histoire de physique mais de mental, c'est le golf. Parce que mettre la balle dans le trou, c'est une histoire de précision, c'est une histoire de mental, c'est une histoire de concentration. Par exemple, c'est comme ces golfeurs qui expliquent, ça c'est un truc qui m'énerve énormément. Vous savez, sur les trucs de golf, il faut être hyper silencieux pour que les mecs se concentrent. Il y a toujours un mec qui parle trop fort, ou qui applaudit au mauvais moment, ou qui fait une remarque à un autre machin. Et il y a 2 types de golfeurs. Les golfeurs que ça semble ne jamais toucher. C'est-à-dire vous pourriez mettre un orchestre autour d'eux et les mecs sont toujours aussi concentrés et toujours aussi précis. Puis il y a les golfeurs qui passent leur vie en interview à expliquer qu'en fait c'est parce qu'il y a un connard qui a applaudi qu'il n'a pas mis la balle dans le trou. Et le monde de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il se divise entre les mecs qui ont peur du public et les mecs où, tu peux même mettre des shots de tequila
entre moi et la balle, je l'enverrai quand même, la balle, t'inquiète pas. Et c'est comme ce patineur là, français, je sais plus comment il s'appelle, qui m'insupporte à chaque fois que je le vois en interview, parce qu'à chaque fois qu'il tombe, c'est de la faute de quelque chose d'autre. Il a mal dormi la veille, la glace n'était pas bonne. Ah oui, la dernière fois au JO, il nous a sorti que son costume n'était pas le bon, et que ce nouveau costume qui soi-disant a été aérodynamique, le constructeur était mauvais. D'accord. Et je peux vous assurer d'un truc, c'est que tant qu'il ne changera pas ça, il gagnera rien en fait. Parce qu'en fait, il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est que vous ne pouvez pas vous sentir autrement que incompétent et mal. Admettez-le. Point. C'est pas grave. Ça y est, c'est fait. Et donc, mettez-vous dans une courbe. Ne croyez surtout pas que c'est une histoire de stock. Personne ne naît en sachant ce qu'il faut faire. On sait tous parler, lire, écrire. Vous pensez vraiment que si à 1 an, on avait conscience des autres, on ne serait pas en panique totale vis-à-vis de ça? On ne serait pas en mode « Oh putain, la vache, ils ont tous l'air de bouger la bouche et tout le monde les comprend autour d'eux. » Mais moi, je sais pas faire, mais comment je vais faire? Je vais jamais y arriver à faire. En plus, je suis encore à 4 pattes et tous les autres semblent marcher sur leurs 2 pieds. Mais comment ils font? Ben, j'ai jamais vu un gosse marcher à 4 pattes. Anecdote familiale très personnelle, j'ai un petit neveu qui a mis hyper longtemps à apprendre à marcher. Et sa mère était en train de rentrer il fallait la mettre en psychiatrie, franchement. Et alors, en plus, il y a un problème dans ma famille, c'est qu'il doit y avoir des gènes un peu bizarres qui se baladent. Les gosses ont tendance à faire tout plus rapidement qu'ailleurs. Par exemple, moi et plein de mes petits-neveux, à 1 an et demi, on parlait parfaitement, en fait. Ce qui est super space, en fait, d'avoir des enfants qui parlent avant même de faire le reste, en fait. Et on adore parler, je pense, dans cette famille. Et donc, quand vous avez un enfant qui est juste en retard, c'est la panique. Et je me souviens d'un repas de famille qui a été très, très marquant dans ma vie, parce qu'il y avait tout le monde. Et donc, il y avait ce gosse qui, alors je ne sais pas quel âge on est censé savoir marcher, mais qui était encore à 4 pattes, alors qu'il était bien trop grand pour être à 4 pattes. Et sa mère commence à aller limite au bord des larmes et en se disant qu'il faut aller voir un pédopsychiatre ou je ne sais pas quoi. Et ma mère s'énerve en lui disant « T'as déjà vu quelqu'un sur Terre marcher à 4 pattes ?» Et ça a fait exploser de rire tout le monde et plus personne s'est inquiété. Et le pauvre gosse, 1 mois après, il marchait, quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait beaucoup d'angoisse projetée dans ce pauvre gosse sur « Oh mon Dieu, mon gosse ne marchera jamais ». Et puis il va bien maintenant. Il peint même des tableaux extraordinaires. Ça résume vachement la situation de la plupart des CEO. La plupart des CEO se posent la question de savoir s'ils sont compétents, au lieu de se poser la question réelle et fondamentale, comment je peux faire pour que chaque jour, je sois un peu plus compétent que la veille. Et quel que soit votre delta, le chemin ira dans le bon sens. Le succès qu'on va dans le bon sens. Après, effectivement, c'est plus ou moins rapide, on est plus ou moins Wonder Kid, on n'est pas tous Ocean Bolt. Effectivement, il y a des gens, ils vont en boîte de nuit la veille d'exploser un record olympique. Ok. Mais soit vous le vivez mal, soit vous êtes content pour eux. Vous feriez mieux d'être du côté des gens qui sont contents pour ça et qui avancent. Le seul endroit au monde où on fait des conférences où des CEO viennent parler de leur échec, c'est la France. La FailCon, c'est truc de français, quoi. Pourquoi? Parce que comme en fait, on croit que les Américains vivent bien leurs échecs culturels. Non, les Américains l'ignorent, leurs échecs. Ils n'en parlent pas. Les Américains, tout ce qu'ils ne savent pas faire, ils n'en parlent pas. Point. Et évidemment qu'ils sont hyper ouverts à parler de leurs échecs, parce qu'ils ne les vivent pas comme des échecs. Donc ils sont en mode, ouais, machin. Maintenant, nous, on est en train d'essayer de contrer ça en France, en prenant une culture de la célébration. Vous avez des gens qui n'ont rien fait de leur vie, et qui viennent expliquer aux autres pourquoi ils n'ont rien fait de leur vie. Et quand vous regardez 3/4 des FailCon, c'est en mode, ouais, alors, vous voyez, bon, bah, j'avais 18 mois de chômage, j'ai fait ma boîte pendant 18 mois et 1 jour. Au bout d'1 jour, quand ça devenait dur, parce qu'il n'y avait plus de salaire qui tombait tous les mois, j'ai décidé d'arrêter, mais c'est fine, il n'y a pas de problème, l'échec n'est pas grave. Non mais bon, ok. Alors oui, il y a plein de trucs culturels, mais l'enjeu numéro 1 d'un entrepreneur, c'est de sortir du culturel. La première chose que tu dois te dire, c'est justement, aucune explication culturelle n'est suffisante à expliquer mon état. Puisque c'est la libération première. Attendez, culturellement, il y a à peine 20 ans en France, tout le monde voulait couper la tête de tout le monde. Et la peine de mort, enfin il y a 30 ans, était genre le truc culturellement admis. Qui est pour la peine de mort là, juste qu'on rigole? Vous voyez, même s'il y en a qui sont pour, ils n'oseront jamais le dire en public.
Donc tu as vu ce que c'est la culture. Et ça, c'est arrivé en moins de 30 ans. Un autre cas, prenons un cas à l'inverse. L'Argentine vs les autres pays d'Amérique du Sud. Si tu prends les rapports sur la corruption dans les pays d'Amérique du Sud, tous les pays d'Amérique du Sud ont des niveaux de corruption de délire, sauf l'Argentine. Et quand tu as des amis argentins, et Dieu sait que j'ai plein d'amis argentins, ils se foutent de la gueule de tout le monde parce qu'ils se voient comme les Allemands de l'Amérique du Sud. Et des fois, c'est un peu bizarre. Et il y a eu la crise économique, il y a eu l'inflation. Aujourd'hui, le pays avec le plus fort taux de corruption en Amérique du Sud, c'est l'Argentine. Il s'est passé quoi? On a mis tout le monde à la mer et on a remplacé par des Brésiliens? Non. Et aujourd'hui, au Brésil, qu'est-ce qui est en train de se passer avec la corruption? La corruption est en train de s'écrouler. Pourquoi? Parce que le pays va mieux. Et donc, ces histoires de culture, j'y crois pas une seconde. La vérité, c'est que la culture, c'est juste le résultat des structures économiques et des niveaux d'incitation. Et qu'il y a un moment, il faut, une fois pour toutes, sortir de ces trucs-là. Parce que même on rentre dans des logiques de... Par exemple, moi, on m'a dit pendant des années, « Ah, le fait d'échouer en France, c'est mal vécu, tu machin. » Moi, j'ai planté une boîte à 3,5 millions. J'en suis pas fier, j'ai jamais... truc. J'ai toujours parlé avec les gens ouvertement. Il n'y a jamais personne qui m'en a rendu responsable ou qui me l'a reproché. Jamais. J'ai jamais eu de soucis. Pourquoi? Je me le demande vraiment si en fait on vit mal les échecs. C'est pas parce que les gens qui vivent ces échecs le vivent tellement mal qu'ils mentent. Quelle est la situation numéro 1 des entrepreneurs qui échouent en France? C'est de mentir aux autres sur leurs échecs. En France, les échecs des gens ne sont jamais prévisibles parce qu'ils mentent tellement longtemps sur leur état jusqu'à ce que c'est plus possible de mentir que le jour où ils mentent, les gens ne comprennent pas pourquoi pendant 4 ans ils étaient dans la presse comme des stars et puis d'un seul coup ils ne sont plus rien. Donc ils sont un peu en mode gêné d'aller dire aux gens oui en fait. Deuxième raison, on transforme en France plus rapidement qu'ailleurs les entrepreneurs en notables. Parce que tu as fait à peine lancer ta boîte, eu 10 000 utilisateurs, que tu as un article dans 20 minutes dans ce pays. Avoir un article dans la Gazette de San Francisco, c'est un peu plus dur en fait. Résultat, ça met la barre au mauvais endroit. Et les gens, quand ils te voient dans 20 minutes, ils sont en mode, putain, ce mec, il a réussi, quoi. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi, 2 ans après, en fait, il n'y a pas de business model, il n'y a pas rien. Parce qu'en plus, comme tu as cette presse et cette couverture, tu ne peux pas aller voir les gens et leur dire, écoutez, là, on est face à un challenge incroyable, on ne sait pas comment on va gagner d'argent. Parce que c'est trop dur à sortir. Et la troisième raison, c'est personnel. C'est parce que comme tu vis ces 2 premières, eh ben, tu n'arrives pas à mobiliser les gens autour de toi. Nous, moi, je l'ai vu quand on a annoncé la première fois avoir levé 1 million alors qu'on avait levé 100 000 euros parce qu'un journaliste ne savait pas lire un papier. Tout le monde venait nous voir et tout le monde nous écrivait en nous disant « Ah, c'est génial, une boîte comme vous qui a levé auprès d'Index, j'ai envie de travailler pour vous. » Et je répondais tout le temps la même chose. Je suis vraiment désolé, il y a une confusion, on a à peine levé 100 000 euros, on est dans la merde. D'ailleurs, on n'a plus que 3 mois de cash on board, ce serait vachement bien que tu viennes. Personne répondait. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens allaient dehors et disaient « Ouais, en fait, tu sais, The Family, tout le monde croit que ça va, mais en fait, ils sont mal. » Mais résultat, on a attiré qui à nous? On a attiré à nous tous les mecs les plus positifs. Allez, deuxième spéciale dédicace à Hugo. Hugo, quand il est venu chez nous, il a passé 4 mois sans salaire. On était hyper mal à cause de cette situation. Un jour, Alice me dit quand même, Oussama, il faut régler ce putain de problème de salaire. Je dis, ouais, je sais, mais je sais pas comment on peut faire. Je vais voir Hugo, je lui dis, écoute, Hugo, tu sais, on avait un plan initial pour te payer, mais en fait, bon là, ce truc, je sais pas trop comment on va faire. Hugo, il me dit, non, mais t'inquiète pas, moi, je me suis défini janvier, soit je vis avec The Family, soit The Family meurt, et puis je fais autre chose. Parce qu'il n'est pas venu chez nous pour les mauvaises raisons. Et en fait, au lieu de croire que ces situations difficiles du début sont des désinconvénients, vous devriez comprendre que cette fragilité du début est votre plus grand avantage. Parce que vous êtes méprisé par qui? Vous êtes méprisé que par les cons. Et il y a une triple satisfaction à ça. La première, c'est que le jour où vous réussissez vraiment, tous ces gens viennent vous manger dans la main, mais vous vous souvenez qu'ils ne répondaient pas à vos emails. Et c'est ce genre de choses dont il faut apprendre à se souvenir. Parce que ça permet de faire la distinction entre les gens qui sont importants dans votre vie et les gens pour qui vous ne comptez pas vraiment. La deuxième satisfaction qui a ça, c'est que vous comprenez fondamentalement qu'en fait, une culture, ça se hack. Parce que quand vous comprenez comment tout le monde résonne dans un pays, bah vous pouvez vous concentrer sur les 1% de gens qui résonnent différemment et qui donc forcément ont une valeur suprême.
Ok, tu te prends. Attends, tu sais combien on a contacté de grands groupes pour se faire sponsoriser dans The Family et les mecs nous ont jamais rappelé. C'est génial. Parce que pourquoi? Parce que résultat, ça nous a obligés à réfléchir de façon plus disruptive. Et d'ailleurs, si vous ne seriez pas dans cette pièce si Orange avait donné les 500 000 euros qu'on leur a demandé. Si Orange avait donné 500 000 euros qu'on a demandé, on n'aurait jamais imaginé coup d'État. Donc prenez chaque fermeture comme une opportunité pour imaginer quelque chose de nouveau. Et de ce point de vue-là, la France rend hyper créatif. Parce que vous n'avez pas le choix. J'ai des amis dans la vallée qui me disent sincèrement qu'ils vont aller créer leur boîte ailleurs la prochaine, parce que dans la vallée, il y a un tel niveau d'argent qu'ils ne savent même plus si une idée est bonne ou pas. Que le moindre type qui a à peu près le moindre CV reçoit des sommes considérables pour faire des trucs où 2 ans après, il se dit « mais putain, il n'y en a pas un qui pouvait me le dire ». Et pourquoi? Parce que tu es dans une culture de la positivité suprême. Ça peut se retourner, ça. Et la troisième chose, c'est qu'à la fin de la journée, il y a une satisfaction incroyable à bâtir des choses envers et contre tout. Parce que quand tu passes la ligne, tu l'as passé pour des raisons saines. Tu l'as passé parce que c'est toi et tu ne dois rien à personne. Et n'allez jamais, jamais chercher votre succès dans les mains des autres. Il y a une chose à ne pas faire quand vous pensez que tout est de votre faute. Alors, il y a ces techniques, il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'une des choses à ne pas faire, c'est de, parce que tout est de votre faute, le prendre personnellement. S'il y a quelque chose que vous devez apprendre à faire, c'est sortir votre ego et vos émotions de l'équation. C'est la chose la plus dure. C'est quoi le problème d'être numéro 1? C'est que toute l'humeur d'une boîte est alignée sur le numéro 1. Le numéro 1 est stressé, tout le monde est stressé. Le numéro 1 est malade, tout le monde est malade. Vous rigolez, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai. Et s'il y a un monde où on sait que c'est encore plus vrai qu'ailleurs, c'est dans la marine. J'ai énormément parlé aux gens qui sont dans la marine. Les militaires dans la marine sont un corps très spécifique. Parce que la marine, c'est l'un des rares corps militaires où les gens prennent encore des risques énormes. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément extérieur qui peut se déchaîner et que vous ne contrôlez pas, les vagues. L'armée de terre, quand vous êtes planqué et que vous n'êtes pas dans une zone de guerre, faites vos entraînements, vous ne vous dites pas je vais crever pendant l'entraînement. C'est improbable. À moins qu'il y ait vraiment un accident délirant, la probabilité de crever pendant un entraînement est très faible. Dans la marine, vous pouvez faire une sortie en mer en mode plaisance et ça finit en tempête qui renverse le bateau. Même si les bateaux sont de plus en plus solides, etc., le risque reste en fait. Vous devez encore prendre des bonnes décisions, etc. Donc la marine, plus que toute autre forme d'armée, a beaucoup réfléchi à quelle était l'organisation sociale. Et tous les marins vous disent la même chose. Un bateau n'est que son capitaine. Un bateau n'est que son capitaine parce que l'humeur du capitaine se répercute jusqu'au type dans les cuisines qui fait à manger. Et je pense qu'une start-up, c'est la même chose. Pourquoi l'humeur du PDG d'EDF n'a pas d'impact sur le travail? Parce que c'est une organisation qui est trop grosse. Mais une start-up, comme les gens, il n'y a aucune différence entre le fait de travailler pour vous, être ami avec vous, vivre avec vous, venir les week-ends avec vous. Comme il y a un tel mélange des genres dans une start-up, que forcément votre personnalité affecte. Donc s'il y a quelque chose que vous devez apprendre à faire, c'est à maîtriser et contrôler vos émotions. C'est le moment où je vais vous dire à tous d'aller faire du yoga. Je ne sais pas si ça marche le yoga, mais si ça marche, faites-le. Hein. Enfin, franchement, si ça coûte que ça, il n'y a pas de problème. Mais quelle que soit votre façon de faire ça, trouvez votre façon. C'est peut-être, je ne sais pas, de hurler et d'évacuer les choses. Alors hurler et évacuer les choses. C'est peut-être de faire du sport. Peu importe. Trouvez votre voie pour que vos émotions n'impactent pas le reste de la société. Et c'est terrible parce que c'est votre responsabilité la plus fondamentale d'aller bien. Si vous êtes du genre à avoir besoin de vacances régulières, prenez des vacances régulières. Si vous prenez des vacances régulières, tout le monde dans votre boîte prendra des vacances régulières. Si vous avez besoin de très bien vous payer, payez-vous très bien. Parce que vous avez une famille, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des coûts, parce que vous avez tout ça. Donc vous serez dans une organisation où les gens seront mieux payés que le marché. Sinon, ça crée de la jalousie et de la tension. Vous n'avez pas le choix. Vous devez aligner. Et tout est comme ça.
Et il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre. Vous savez, il y a des gens qui vous expliquent, moi ça me fait toujours rire, qu'une bonne boîte, c'est une boîte où un sou est un sou, on compte le moindre sou. Allez dire ça à Goldman Sachs. Vous croyez vraiment que si Goldman Sachs était en mode radin, il y a qui que ce soit qui viendrait travailler pour Goldman Sachs? Non. Parce que chez Amazon, quand l'obsession, c'est le retail et de gagner le moindre centime de marge, vous avez besoin que chaque personne qui rentre chez vous soit un obsédé et un radin. Quand chez Goldman Sachs, le seul but du jeu, c'est d'avoir les meilleurs pour rentrer dans les meilleurs deals, toucher les meilleurs coms, donner des salaires, donner des bonus et faire de l'excès, ça a un intérêt. Et je pense que c'est le message que les gens n'ont pas compris dans Wolf of Wall Street. C'est que quand vous essayez de faire une boîte où tout le monde est un arnaqueur, bah vous avez besoin que tout le monde vive une vie d'arnaqueur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, Wolf of Wall Street, mais il y a une scène qui est une vraie leçon de management de start-up. C'est la scène sur l'American Express et les dépenses qu'il a passées en corporate expense. Et il le dit à son père, il lui dit « Dad, it's fine. If this guy doesn't live like me, they will never do the job. » Parce qu'il y a un moment, tout ça n'est que des alignements. Mais tout ça, en fait, n'est qu'une question de logique et d'alignement. CEO et être numéro 1 d'une startup, c'est un job solitaire. Alors évidemment, vous avez des cofondateurs, ils sont plus ou moins formidables, etc. Mais il y a une différence entre les cofondateurs et vous. C'est que vous ne pouvez jamais partir. Jamais. À chaque round de financement, à chaque événement de croissance, à chaque événement de liquidité, c'est toujours le CEO qui sera mis dans la balance avec un nouveau vesting, avec un nouvel engagement, avec un nouveau blablabla. C'est le genre de position où, que vous le vouliez ou non, vous êtes à long terme condamné forever. C'est pour ça que je vous conseille toujours de faire une boîte qui vous passionne. C'est quand même plus sympa d'être condamné forever quand vous vous levez tous les matins dans un boulot que vous adorez. Par exemple, vous pouvez avoir un designer rockstar. Prenons le cas récent de Fab. Je ne sais pas, qui a suivi l'actualité de Fab et connaît fab.com? Vous connaissez fab.com? Non, personne? Site de design en ligne où vous achetez des trucs design. Alors, fab.com, c'est l'histoire d'un créa et d'un business guy. Le créa est censé avoir l'une des plus belles sélections au monde de meubles et d'objets et de machins parce qu'il a beaucoup de bon goût. Et toute la boîte a été construite autour de ce mec. Mais ce mec, évidemment, n'est pas le CEO. Et c'est là où le premier problème intervient. C'est que ce mec, il a fini par péter un câble, il a fini par moins avoir de goût, il a fini par pas comprendre comment scaler. Et donc, il a fallu le virer. Qu'est-ce que les investisseurs ont fait ce jour-là? Il y avait deux choix. Soit ils viraient le CEO et ils mettaient ce type CEO, soit ils viraient l'autre type. Pourquoi ils ont viré l'autre type? Parce qu'un CEO est invirable. Les cas où vous entendez parler d'un CEO qui s'est fait virer, vous n'imaginez pas à quel point c'était le dernier choix dans la ligne et que c'était invraisemblable. Parce que c'est super, super, super dur de virer un CEO. Et donc, les actionnaires de Fab ont été face à une décision hyper difficile, qui est qu'un élément qui a l'air d'être fondamental à la boîte a besoin de ne plus l'être. Donc, ils savaient qu'ils allaient avoir une perte de chiffre d'affaires, ils savaient qu'ils allaient passer par des moments difficiles, mais le message qui était envoyé au mec, c'est « Ok, on va payer le prix de cette transformation et on va payer le prix de cette transition parce qu'on ne veut pas que cette personne soit the centerpiece of the company. » Et c'est pour ça qu'une fois que les gens ont investi, ils backeront toujours le CEO, sauf gros problème. Perdre un CEO, c'est quelque chose de très dur. Mais le corollaire à ça, c'est que forcément, sur le long terme, c'est très solitaire comme position. Parce que vous avez tous les bénéfices de la gloire, d'être le premier, d'être connu, de machin, mais vous en avez aussi tous les inconvénients, qui est la responsabilité et l'engagement de très long terme. Et c'est pour ça que la seule personne qui doit décider si une boîte doit être vendue ou pas, c'est le CEO. D'ailleurs, c'est l'un des rares trucs que les investisseurs respectent vraiment. Aucun investisseur ne laissera un CEO rester dans une boîte qu'il a envie de vendre. Aucun. Parce qu'ils savent très bien que s'ils disent non, et même s'ils pourraient gagner plus si le mec attend, à la fin, la motivation ne sera plus la même.
Un CEO qui a décidé de vendre, c'est un CEO qui est perdu, en fait, du point de vue d'un investisseur. Donc autant qu'il vende. Et ça, c'est l'un des rares trucs où même les investisseurs européens, avec leur faible culture de ce qu'est un entrepreneur, comprennent. Et c'est pour ça qu'ils laissent toujours ce droit au CEO. La vérité, c'est que, en fait, quand tu es CEO, tu prends un engagement de très très long terme. Et dans toute boîte où tu entends parler que le CEO ne prend plus sa place, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Des fois, les transitions se font bien, hein, parce que la boîte a de la chance. Mais c'est juste que quand le CEO part, d'un seul coup, tu redeviens une boîte à très 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 haut risque pendant le moment de la transition. Alors des fois, ça se passe bien. En France, on a un cas très célèbre, c'est Deezer. Benassia s'est fait virer, ils ont été chercher Axel Dochez. C'était pas une décision facile, ils l'ont pas fait. Version Benassia, ça donne oui, ils ont fait un complot contre moi. La vérité, c'est que ils ont beaucoup hésité à le faire. Et ils ont eu beaucoup de chance que Axel Dochez soit compétent. Et beaucoup de chance que la greffe prenne. Mais c'est comme une greffe d'organes. La probabilité que tu survives est faible. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas des fois. Mais ce qui est sûr, c'est que des CEO qui partent volontairement, il y en a, mais c'est très dur de le faire. C'est très dur de le faire. Et ça intervient rarement dans les 5 premières années. Par exemple, l'un des indices qui montrait que Twitter était une boîte qui allait mal alors que tout le monde croyait qu'elle allait bien, c'était 4 CEO en 5 ans. Aucune start-up ne vit ça. Et alors, ils avaient un super discours de PR. Le premier était censé avoir mis au point le produit et passer le relais au second, qui était censé avoir mis au point la viralité et passer le relais au troisième. Comme si c'était des cases à cocher. Alors, produit, oui, c'est bon, allez. Étape suivante, rendons-le célèbre. Le problème, il était ailleurs. Le gros problème à tout ça, c'est que vous devez développer une culture. Alors, j'ai déjà fait un aparté là-dessus, mais vous devez développer une culture de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Vous devez absolument être honnête vis-à-vis de vous-même et vous devez absolument ne pas croire faire la différence entre l'histoire que vous dites aux autres et l'histoire que vous vous dites à vous-même. Vous devez toujours garder le cap et toujours monter le niveau d'expectation. Retenez cette règle, everybody lies. Toujours. C'est très compliqué de savoir la vérité des choses, parce que la vérité est souvent imperceptible en fait. Donc ne tombez pas dans les histoires et ne tombez pas dans les cas. Je vais finir là-dessus sur qu'est-ce qu'un numéro 1. Il y a 2 types de CEO, et il faut absolument, quand vous rejoignez une équipe fondatrice, que vous fassiez cette analyse. Est-ce que vous êtes in peacetime ou wartime? Est-ce que vous êtes en temps de paix ou est-ce que vous êtes en temps de guerre? Il y a des marchés qui sont dans des temps de paix, il y a des marchés qui sont dans des temps de guerre. Les types de personnalités qu'il faut pour réussir à prendre un marché dépend grandement de la caractéristique du marché. Est-ce qu'on est en guerre ou est-ce qu'on est en paix? Encore une fois, très bonne référence à Godfather. Quand Michael devient le don de la famille, il change de consigliere. Et il lui dit, Michael, je ne comprends pas, j'ai toujours bien servi ta famille, j'ai toujours été compétent. Et il lui dit, oui, c'est vrai, mais you're a peacetime consigliere. You're not a wartime consigliere. I need a wartime one. Donc ça, c'est très important de comprendre dans quel type de marché vous êtes. Si vous prenez par exemple le Bitcoin, vous voulez lancer une boîte dans le Bitcoin, vous devez être wartime. Vous voulez lancer une boîte dans le streaming de vidéos, vous êtes wartime. Vous voulez lancer une boîte dans le e-commerce, vous êtes wartime. Par contre, à l'inverse, si vous voulez lancer une boîte dans le software enterprise, vous êtes in peacetime. Si vous voulez lancer une boîte dans les méthodes de motivation personnelle et de développement personnel, vous êtes in peacetime. Pourquoi? Parce que c'est quoi la différence entre wartime et peacetime? C'est que dans wartime, toute société qui essaie d'émerger est mise en danger de vie par ses concurrents. Alors que peacetime market, les sociétés peuvent grandir et vivre dans un océan tellement vaste qu'elles ne touchent jamais leurs concurrents. Et ça, c'est très important parce que le type de personnalité change. Si vous êtes dans l'accélérateur, vous êtes en wartime. Parce qu'à la fin, un seul gagnera. C'est aussi évident que ça. Les gens ne peuvent pas, dans un pays donné, aller dans plusieurs accélérateurs différents.
À long terme, vous avez besoin de tuer tout le monde. C'est comme Highlander, quoi. Parce que à la fin, en fait, il y a un seul modèle qui prendra les meilleurs et les meilleurs iront chez les meilleurs. Donc ça, c'est très important. Alors, c'est assez simple de se représenter la différence entre un peacetime CEO et un wartime CEO. Les peacetime CEO sont des gens qui construisent, sont structurants et pas très violents. Les wartime CEO sont extrêmement rapides, violents et ils font plus d'erreurs que les peacetime CEO. Imaginez, si vous êtes dans le software enterprise, à quel point il faut être policé comparé à être dans Uber, par exemple. Vous imaginez si le mec qui dirigeait Uber était un gentil garçon, il se ferait étrangler, stranguler, écorcher vif avant même en fait, d'avoir conquis n'importe quel pays. Alors qu'à l'inverse, si le CEO d'Algolia avait la personnalité d'Uber, aucun développeur du monde n'installerait jamais Algolia. Vous voyez le point. Alors, ça c'était le grand 1. C'est qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça fait un CEO. Grand 2, c'est pourquoi vous pouvez échouer dans cette mission. Il y a plusieurs raisons d'échouer. La première, c'est que vous vous rendez compte que vous n'avez pas en fait envie d'être CEO. Et si vous vous rendez compte de ça, essayez de préparer la transition le plus rapidement possible. Et surtout, posez-vous la question le plus fondamentalement possible. Est-ce que j'ai les qualités et est-ce que j'ai l'envie de l'être? Très, très, très important. La deuxième raison qui font que les CEO peuvent échouer, c'est que le conseil d'administration ou les investisseurs au sens général paniquent. Il y a une petite crise, ça ne va pas, et tout le monde panique. Quand l'entourage panique, ça peut être très très dangereux. C'est pour ça que la première chose qu'il faut obtenir en tant que CEO, c'est apprendre la communication formelle. Il faut apprendre à communiquer pour toujours garder les gens dans la ligne. La communication, c'est la chose la plus importante pour que les problèmes n'aient pas l'air catastrophiques. Évidemment, ça ne veut pas dire cacher ces problèmes, ça veut simplement dire que les gens en ont tellement conscience que ça paraît être la norme. Si vous passez des mois et des mois à ne jamais communiquer sur aucun des problèmes et à un moment vous commencez à communiquer sur des problèmes, les gens vont se dire « merde, il se passe quelque chose de bizarre ». Si vous communiquez souvent sur vos difficultés mais que les gens se voient que vous les résolvez à chaque fois, les gens paniquent beaucoup moins face à des grosses difficultés parce que ça a l'air d'être beaucoup plus la norme. Donc apprenez la communication. Et alors il y a la raison la plus fondamentale et la plus structurelle dans votre cas ici pour laquelle le CEO échoue, qui s'appelle Product CEO Paradox. C'est le fait que la plupart du temps, un bon CEO de startup, c'est celui qui va fabriquer le produit. Mais quand vous passez d'une startup à une entreprise, c'est très très dur de rester CEO. Et en fait, c'est sans doute le moment où c'est le plus facile de faire la transition, si vous la faites tôt. Donc, posez-vous la question très rapidement. Une fois que vous êtes passé de 0 à 1, est-ce que vous avez envie de passer de 1 à n? Est-ce que vous avez envie de rentrer dans cette logique? Est-ce que vous avez envie de rentrer dans ce processus extrêmement dur? La meilleure transition au monde, c'est LinkedIn. Reid Hoffman, il est vraiment très très bien parti. Il a fait venir quelqu'un de très bon pour prendre la suite quand il avait l'impression que le produit était stable. Mais le gros problème à ça, c'est qu'il n'y a qu'à voir le rythme d'évolution du produit LinkedIn. On a vraiment l'impression chez LinkedIn que personne ne s'occupe du produit. C'est un vrai souci en fait. La meilleure façon de régler tous ces cas, quand vous grossissez, alors là on parle déjà de... je m'explique. La meilleure façon de régler ce genre de cas, c'est d'arriver le plus rapidement possible à formaliser sur papier les process et les apprentissages et de garder une trace écrite. Mais ça ne sert à rien de tout formaliser tant que vous n'avez pas des convictions très profondes. Parce que l'avantage du papier, c'est que ça scale. Vous pouvez transmettre de l'information à des gens qui sont loin et vous pouvez transmettre de la bonne pratique si vous les écrivez ou si vous les enregistrez en vidéo d'ailleurs. Mais vous devez garder trace des apprentissages que vous faites pour que tous les gens qui rejoignent votre entreprise ne repassent pas par le même processus. Une personne sur deux qui rentre dans une famille nous demande pourquoi on ne fait pas des batchs. Aujourd'hui, ça va, on n'est pas beaucoup, on peut le faire à la main. Mais si demain, vous ouvrez 20 familles à travers le monde, vous devez absolument convaincre tout le monde de pourquoi il ne faut pas faire de batch
dans des écosystèmes non matures, et ça doit être quelque chose de préalable à leur arrivée, ou du moins à la première semaine de leur arrivée, ils doivent en être philosophiquement convaincus. Donc la chose la plus dure à faire dans une organisation, c'est que tout le monde ne reprenne pas à zéro l'apprentissage. Et que quand les gens partent, l'information et la valeur de l'information qui a été produite sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas ne soit pas perdue. L'exemple le plus réussi, vous allez vraiment croire que je suis un obsédé, mais l'exemple le plus réussi que j'ai jamais vu, c'est Uber. Uber, il a fait un truc incroyable, c'est que la première fois qu'il a ouvert Uber, ils ont tenu un playbook journalier de tout ce qui avait eu lieu et tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient pris comme décision, une sorte de journal intime de la startup. Et quand ils ont ouvert la deuxième ville, ils ont relu le journal intime, ils ont enlevé tout ce qui était con, tout ce qui était inutile, et ça a fait le manuel de la deuxième ville. Et quand ils ont ouvert la deuxième ville, ils ont recommencé. Tous les jours, ils ont réécrit jour par jour ce qu'ils ont fait, et si ça s'accélérait ou pas, si ça allait plus vite. Et puis quand ils ont ouvert la troisième ville, ils ont recliné le document, et ça a fait le manuel pour la troisième ville. Puis dans la troisième ville, ils ont réécrit machin, et vous voyez le principe. Maintenant, Uber a une sorte de playbook hyper précis de quelles sont les 10 erreurs à ne pas commettre, les 100 points à prendre, comment recruter les chauffeurs, quel est le type d'email qu'il faut traduire, comment envoyer, comment organiser le premier dîner, comment, etc., etc., etc. C'est ce type de formalisme-là qui vous aide à scaler. N'oubliez pas qu'une startup by intent, et vous pouvez avoir l'impression que c'est trop tôt pour réfléchir à ça, mais by intent, c'est-à-dire par nature des choses, est condamnée à scaler. Une startup qui ne scale pas, c'est une startup qui meurt. Et donc, forcément, vous devez absolument, le plus rapidement possible, rentrer dans des logiques de formalisation et juste d'avoir inscrit dans le marbre quelque part qu'est-ce qui fait la valeur, les usages, les concepts de votre startup. Et l'autre chose, c'est que s'il y a un type de management qui marche mieux dans les startups que nulle part ailleurs, c'est le management by walking, qui est le fait de parler au hasard avec les gens au fur et à mesure pour avoir de l'information et avoir les bonnes choses en fait. Si vous marchez et que vous rencontrez les gens au hasard, vous aurez toujours le sentiment d'être en retard ou pas avec ce que les gens pensent, et vous verrez tout de suite quelle est la distance entre ce que les gens doivent savoir et ce qu'ils savent réellement. Et restez connecté le plus longtemps possible avec les gens, et surtout pour le coup, les gens les moins importants de votre organisation. N'oubliez jamais qu'une start-up se définit par le maillon le plus faible de votre organisation. La personne la moins compétente de votre organisation et qui a sans doute le travail le moins important, si cette personne comprend ce que vous faites et les missions de ce que vous faites, c'est bien plus important que un des top exécutifs que vous embauchez, que vous payez très cher, le comprenne. Pourquoi ? Parce que l'impact négatif peut venir de ce genre de gens. Si ce genre de gens se déconnectent avec la mission et le cœur de votre structure, ils créent en fait les interférences avec l'extérieur. Vous savez, notre femme de ménage nous envoie des startups. Et parce qu'elle sait ce qu'on fait. Et c'est hyper important. Et c'est hyper important de bien la considérer. Et la dernière fois, elle nous a amené une boîte pour qu'on regarde. Alors évidemment, malheureusement, ce n'est pas une boîte qu'on allait prendre. Mais rien que l'action était une possibilité dans sa tête, montre que ça va, la distance est à peu près respectée. Vous devez faire très très attention à ça. Alors, évidemment, comme vous l'avez vu, la position de numéro 1 est très compliquée. Et la position de numéro 2 au sens large est infiniment plus simple. Parce que la position de numéro 2, c'est de faire en sorte que le numéro 1 réussisse. Et ça, c'est une position beaucoup plus confortable. Il y a une anecdote qui me fait toujours beaucoup mourir de rire. Un jour, j'ai rencontré un CEO d'une très très grande boîte américaine qui m'a dit, tu sais, c'est quoi le grand malheur de ma vie ? Je dis non. Il dit, c'est que je gagne 10 fois plus que mes collaborateurs les plus proches. Je lui dis, ça va, il y a pire comme malheur. Il me dit, non, parce que je dépense 10 fois moins qu'eux. Sous-entendu, c'est génial, j'ai un super salaire, mais j'ai jamais de temps en fait. Et en fait, il en était très content, et c'était une boutade. Mais ça montrait aussi qu'il était conscient du choix qu'il avait fait en fait.
Et ça, c'est un choix hyper important, c'est que l'oubliez jamais, les gens peuvent vivre leur vie. Vous, la seule façon de vivre votre vie, c'est de vendre votre boîte. Et ça, c'est le point le plus important à comprendre. Les numéros 1 ont une seule façon de pouvoir vivre leur vie, c'est de vendre leur boîte. En tant que numéro 2, il y a plein de mécanismes pour s'en sortir. En tant que numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 10, encore plus. Vous avez vu Florian Douetto, par exemple. Florian Douetto, j'ai failli dire un truc qui était confidentiel, mais s'en est mieux sorti que le CEO d'Exalead d'un point de vue finance et développement personnel. Pourquoi ? Parce que Exalead, c'est le type de boîte où à chaque fois qu'ils ont pris une décision, ils ont pris la mauvaise. Qu'est-ce que les investisseurs ont fait à chaque fois ? Ils l'ont puni lui sur ses actions. Parce que c'est lui qui avait la responsabilité. Et qu'est-ce qui est arrivé aux actions de Florian Douetto ? Elles n'ont jamais changé. Elles ont même augmenté. Parce que les investisseurs ont dit au CEO que des types comme Florian Douetto risquaient de quitter la boîte s'ils n'étaient pas bien payés. Parce que de toute évidence, ce CEO ne prenait pas les bonnes décisions. Donc vous avez la liberté de pouvoir prendre des décisions. Mais le problème, c'est que ça implique comme corollaire que quand des mauvaises décisions sont prises, ce sera toujours vous qu'on verra comme responsable des emmerdes. Et alors, si vous voulez apprendre cette histoire de posture entre numéro 1 et numéro 2, il y a une série d'éducation incroyable sur le sujet. C'est Kaamelott. Parce qu'en fait, c'est quoi Kaamelott ? C'est l'histoire d'un roi qui est entouré de types qui foutent rien de la journée, qui lui rendent la vie complètement dingue et qui le rendent responsable en fait de tout ce qui ne va pas. Et il finit par craquer et se dire ras-le-bol, je vais aller, je vais rendre ma couronne et je vais plus être roi. Et c'est assez fascinant parce qu'il y a une scène incroyable que j'ai dû voir des dizaines et des dizaines de fois. Parce que il y a Léo Dagan qui parle avec le magicien et il parle de la situation du royaume qui fout vraiment le camp. Et Léo Dagan dit, vous savez, au fond, je le blâme pas tant que ça, le roi, parce que moi, ma posture, elle est géniale. Je peux venir et râler et gueuler que rien ne va, mais quand il y a une emmerde, c'est pas pour Bibi les emmerdes, c'est pour l'autre. Et le magicien dit, ah ça, m'en parlez pas, le pouvoir, moi, jamais. J'ai une seule vocation dans la vie, c'est m'en mettre plein les fouilles et de passer à la suite. Et en fait, cette scène résume vachement en fait la situation, puisque pendant 5 saisons, vous avez l'impression que ce Léo Dagan de Carmélite, son seul rêve dans la vie, c'est de devenir roi. Alors que dans ce moment de sincérité, il vous montre que en fait, finalement, c'est quand même bien plus sympa de ne pas l'être. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs, quand il y a une opportunité, d'essayer de le devenir. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est le rapport bizarre que les gens ont à l'émission. Donc, vous n'imaginez pas à quel point cette série en fait pointe vachement bien le rapport que vous pouvez avoir au pouvoir. Mais le rapport que vous devez avoir au pouvoir, c'est un rapport de choix. Si vous faites le choix d'être le leader, vous faites donc le choix de délivrer et de réussir à apprendre tout ce qu'il faut apprendre au quotidien pour devenir meilleur. Mais c'est ce choix-là que vous devez faire. Vous pouvez aussi très bien faire le choix de vous dire que vous allez vous mettre à disposition des autres. Et une des choses qui me fascine le plus dans Coup d'État, dans The Family, c'est que je suis bombardé à longueur de journée par des gens qui m'expliquent qu'ils ont une idée et qui veulent trouver des gens pour les aider à concrétiser cette idée. Pourtant, ce serait bien plus rationnel d'être bombardé à longueur de journée par des gens qui me contacteraient en me disant « Voilà, je suis un mec hyper compétent, je suis hyper bon, et j'ai envie de me mettre au service de quelqu'un ayant une vision incroyable. » Et ça, il n'y en a pas, et c'est vraiment dommage. Parce que si vous regardez sur Terre, combien il y a de numéros 2 qui sont heureux, qui ont réussi, gagné plein d'argent et fait ce qu'ils avaient envie de faire dans leur vie, en proportion, en nombre et en volume, ils sont bien plus importants que les numéros 1. Et cette obsession qu'on a de croire que faire des projets,
ça veut forcément dire être le leader. C'est une obsession qui est simplement due au fait que la plupart d'entre nous, on n'a pas réglé le problème d'ego qu'on avait dans la prime enfance. Et alors, ça passe très souvent par le fait d'avoir été numéro 1 et d'avoir raté. Et donc après, ça vous libère. Vous dites, ouais, c'est bon, j'ai été numéro 1, j'ai vu ce que c'était. En fait, c'est pas si satisfaisant que ça. Mais c'est vraiment dommage. Vous n'imaginez pas, par exemple, pour chaque business guy, et je sais qu'il y en a dans la pièce, et je vous parle, pour chaque business guy ayant une fameuse idée, et qui cherche quelqu'un pour la réaliser techniquement, et qui en plus, avec cette idée, ils n'ont même pas un lien organique, on va dire. Encore, si vous avez une idée que vous ne savez pas la réaliser, mais vous avez un lien organique avec cette idée. Vous êtes médecin et vous voulez faire un truc dans le médical. Vous avez un lien organique. Que vous sachiez coder ou pas coder, ce n'est pas le problème. Par contre, regardez le nombre de gens qui ont une idée, qui sont incapables de la réaliser et qui en plus n'ont pas de lien organique avec cette idée, parce que ce qui y sont et ce qu'ils font n'a aucune influence par rapport à cette idée. Ouais, j'ai une super idée, mais il faut des gens qui comprennent la technologie, moi j'y comprends rien. Et d'ailleurs, la seule valeur du truc, c'est de comprendre la technologie. Et il faudrait que je trouve un stagiaire pour travailler pour moi gratuitement, ce serait cool. Parce que bon, j'ai quand même la vision. C'est pas possible. 90% de ces gens seraient bien plus heureux dans la vie s'ils se disaient, putain, je sais vendre, je parle bien, je pourrais faire un super numéro 2. Regardez l'histoire de My Little Paris. Le type qui a rejoint la fondatrice de My Little Paris, il a touché le jackpot simplement en faisant tout ce qu'elle ne savait pas faire, alors que lui tout seul n'aurait jamais fait ce qu'elle savait faire. Il s'est mis au service. Et apprendre la valeur de se mettre au service de quelqu'un, c'est un acte hyper noble. Et d'ailleurs, souvent, ça c'est un truc qui me fait beaucoup rire, les associés adorent s'imaginer à égalité. Ça c'est le grand truc, parce que quand même, chacun apporte une valeur différente, machin. Non. La vérité, c'est que la vraie noblesse, c'est d'apprendre quand dans la vie, vous mettre au service de quelqu'un et d'une cause aura bien plus d'impact que qui que ce soit vous suivant. Et réfléchir une fois dans sa vie à cette question-là, c'est des choses qui peuvent changer la vie. Parce que ça peut vous orienter à aller dans la bonne direction plutôt qu'être obsédé par votre fameuse vision et votre fameuse idée qui en fait n'ira jamais nulle part. Aucun investisseur du monde ne se pose cette question-là si la boîte a de la croissance. Si tu as ce que j'ai appelé la life metric dans un autre cours, si ta life metric est bonne, tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu peux faire n'importe quoi, les gens te défendront. Tu peux même faire des choses moralement ineptes et que les gens hésitent à te... Regardez récemment l'histoire de Radium One. Vous avez entendu cette histoire affreuse? Vous avez un type qui a été pris en flagrant délit, en vidéo de surveillance, en train de frapper sa petite amie et carrément d'essayer de la tuer. Il l'a menacé de mort plusieurs fois. Et tu as quand même les investisseurs qui ont hésité à virer le mec. Et il a fallu que ça devienne une histoire de PR énorme. Et pourquoi? Parce que le type est super bon à gagner de l'argent. Et moi, je ne comprends même pas que les types aient hésité une seconde. J'aurais été l'investisseur, mais j'aurais jamais voulu avoir affaire à ce type. Mais en fait, dans la situation, je ne pense pas que les investisseurs soient des mauvais, en fait. Je pense juste que c'est hyper dur à vivre de l'intérieur, ce genre d'histoire. Parce que de l'intérieur, tu dois te dire, mais merde, bon, si ça se trouve, en fait, c'est pas lui sur la vidéo, vérifions. et puis tu dois avoir le cœur qui panique tellement, tu te dis, mais c'est pas possible, je suis avec un psychopathe depuis des années, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, ça doit être hyper dur à vivre de l'intérieur. De l'extérieur, tu te dis, mais c'est bon, virez-le et on passe à autre chose. Beaucoup d'entrepreneurs croient que le but des investisseurs, c'est de les remplacer. Mais il y a vraiment que les très, très, très mauvais investisseurs qui essaient de faire ça, quoi. Enfin, c'est pas une pratique courante, quoi. Et en pratique, j'ai jamais vu quelqu'un réussir à se motiver pour un concept. C'est-à-dire que si tu as le malheur d'avoir la meilleure machine du monde, mais qu'elle n'est pas alimentée par quelque chose de concret qui avance et qui produit du résultat, tu te retrouves en fait dans la situation où les gens n'arrivent pas à garder le cap et n'arrivent pas à voir qu'il y a du progrès et s'ennuient et tu n'arrives pas à maintenir ta légitimité. Parce que cette machine, au fond, elle n'existe
que parce que tu as trouvé quelque chose qui produit de la croissance et qui va bien. Et notamment, grande question à laquelle j'ai pas de réponse, c'est à quel moment. Je pense que dès le premier jour, il faut réfléchir à sa culture. Mais à partir de quel moment il faut implémenter la culture. Et par exemple, à The Family, on ne fait pas beaucoup de travail avec les startups sur l'implémentation de la culture, parce que 80% de nos startups n'ont pas de traction. Et je disais à Nicolas Collin la dernière fois que je me sentais un peu mal à l'aise avec ça. Et Nicolas me disait, mais non, t'as tort, Oussama, on devrait réfléchir à installer la culture dans les boîtes et les aider à développer leur culture, etc. Et je lui dis, mais oui, mais comment? Et il me dit, bah, regarde The Family, dès le premier jour, on a pensé à la culture. J'ai dit, oui, mais regarde The Family, dès le premier jour, on a eu de l'attraction. Et ce genre de situations sont compliquées parce que si tu amènes de la culture avant même d'avoir quoi que ce soit et d'avoir de l'attraction, etc., les gens se disent c'est du bullshit. C'est pas. Prenons le PowerPoint killer de Bunker. Bunker, ils travaillent beaucoup leur culture. C'est l'une des boîtes sur laquelle je travaille le plus leur culture et je les aide à formaliser leur culture. Mais c'est hyper facile parce que leur croissance utilisateur est super forte. Donc, quand ils ont un discours avec leurs employés de on doit être des warriors, on doit aller vite, on doit délivrer, etc., ils ont juste qu'à montrer le graphe du truc pour dire au mec c'est important. Si tu mets un type dans ce genre de violence mentale-là et que le type voit que ça va nulle part, eh ben, il se dit, il se fout de ma gueule, quoi. Enfin, c'est bon, ça sert à rien ton truc. Et c'est pour ça qu'un truc aussi ridicule qu'il est PowerPoint, c'est sans doute le seul endroit au monde où quand c'est dit par les gens, c'est pas ridicule et les gens arrivent à y croire dans un petit groupe. Parce que c'est aussi ça, c'est que le résultat compte plus que l'environnement et ce que tu veux faire, quoi. Pour voir l'entrepreneuriat, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui connaît les cartes qu'il a en main et qui joue avec les cartes qu'il a en main plutôt qu'avec les cartes des autres. Et c'est dingue de voir tant d'entrepreneurs qui jouent avec les cartes de quelqu'un d'autre. Arrêtez de croire que l'entrepreneuriat, c'est un jeu de conviction. L'entrepreneuriat, c'est un jeu de résultats. Soit vous avez du résultat et on peut vous apprendre à bâtir de la conviction au-dessus de votre résultat, mais 0 fois l'infini, ça reste 0. C'est le gros problème. Vous devez absolument avoir le début de quelque chose. On a une société là, actuellement dans The Family, on les aide à lever 25 millions. Ils sont absolument pas dans la situation où ils méritent 25 millions. C'est un travail de pitch énorme. Mais ils en méritent bien au moins 5 ou 10. Et pourquoi on veut passer à 25 millions? Parce que si on passe à 25 millions, on marque une case énorme et on marque une réussite énorme. Et tu vois où peut venir le travail de conviction. Le travail de conviction, c'est, écoute, si tu regardes les chiffres, ça vaut 5, mais je vais te mettre 25 parce que je vais te convaincre qu'en fait, c'est encore plus impressionnant que les chiffres. Mais s'il n'y avait pas les chiffres, il n'y aurait rien, en fait. Parce que qu'est-ce que tu veux discuter avec quelqu'un en partant de 0? C'est cette dualité-là entre conviction et chiffre qui produit le résultat. Malheureusement, le risque, c'est si tu prends tout ça personnellement, c'est la cata. Mais je ne sais pas comment faire autrement. C'est justement le grand point, c'est qu'il faut réussir à gagner cette psychologie du « tout est de ma faute, donc ce n'est pas grave », qui est très contre-intuitif en fait. Et ne prenez pas mal ce que je vais dire à ce moment-là. Mais là, pour le coup, toute femme sur Terre a aujourd'hui, en l'état actuel, un retard sur ce sujet-là par rapport à tout homme. Pour une raison très simple, c'est qu'à aucun moment dans l'éducation des petites filles, on leur explique que ce qu'elles font, c'est pas de leur faute. Alors que les petits garçons, sans problème, quoi. J'ai vu cette semaine une vidéo complètement dingue où un type a filmé la façon dont les papas parlent au ventre de la mère enceinte quand tu leur dis si c'est une fille ou un petit garçon et évidemment tu leur mens. Et ils ne parlent pas de la même façon, c'est flippant. Et il y a tout un projet artistique qui dit Gender inequality start before you are born. Et après, tu demandes aux gens, alors vous pensez qu'il faut élever un petit garçon et une petite fille de la même façon? Ils disent, ben oui, évidemment. Juste le ton de voix n'est pas le même. Hein. C'est hyper flippant, en fait. Le sujet là-dedans, c'est que, donc forcément, quand on est une femme, ça veut aussi dire s'affranchir de la culture sur ces sujets-là et de passer l'étape et de se construire son truc. Notamment, j'ai une fascination là depuis 15 jours. Je suis tombé publiquement amoureux, on va dire, de Sofia Amoroso, de Nasty Gal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet entrepreneur. C'est incroyable. Parce que le gros problème, c'est que
le modèle entrepreneuriat féminin, c'est des gens en fait qui deviennent hyper masculins et hyper insupportables. Et donc, ils ont la double violence en fait. Ils ont la violence d'avoir réussi, puis d'avoir trahi les femmes en fait. Donc, ils doivent vraiment, vraiment être seuls, ceux-là. Alors que Sophia Amoruso, elle est très belle, elle est hyper douce, elle est très timide. C'est super drôle de voir quelqu'un d'aussi successful. Et elle dit des trucs hallucinants. Genre, mais je rêverais de la voir ici pour témoigner un jour en France. Mais aller regarder ses vidéos, c'est incroyable. Mais ça m'a marqué parce que l'une des premières phrases qu'elle a dites, c'est « J'ai eu toujours beaucoup de chance, c'est que je suis née relativement inconsciente. Et j'arrive pas à voir ce qui est important ou pas. Alors les gens font des psychodrames et moi, ouais. Mais elle a même dit qu'au début, elle faisait semblant de croire que les choses étaient importantes pour faire plaisir à son entourage, pour que son entourage se dise pas ouais, je suis avec une folle dingue en fait. Mais en fait, c'est ce qui l'a sauvée. C'est développer. Je sais pas comment on devient inconscient. C'est une vraie question. Je sais même pas comment on aide quelqu'un à devenir inconscient. Mais avoir ce genre de responsabilité à haut niveau et donc de responsabilisation, on se dit tout est de ma faute, cumulé avec c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux et next, c'est vraiment killer. Alors peut-être qu'il suffit d'en être conscient et qu'à force de s'entraîner, on finit par le faire. Le fondateur d'Airbnb dit qu'il n'arrivait pas à croire que les revenus étaient importants. Et donc il avait mis sur la fenêtre de sa salle, sur la vitre de sa salle de bain, la courbe de revenus qu'il devait faire et la courbe de revenus réels qu'il faisait. Et comme il la voyait tous les matins et qu'il voyait l'écart tous les matins, ça a fini à être la chose la plus importante pour lui dans sa vie. Alors qu'avant, il disait, j'y arrivais pas. À chaque fois que Paul Graham me disait, tes revenus, je disais, ouais. Non, mais c'est super important. Et il y a peut-être des trucs comme ça, des petites astuces de programmation psychologique qui font que tu changes d'attitude. Et peut-être que peut-être que l'autre. Là, j'ai du mal à le dire parce que c'est pas vrai, mais il y a forcément, pour tout le monde, il y a forcément une bonne façon de se sentir responsable des choses sans sombrer en fait. J'en suis persuadé. C'est juste qu'il faut trouver le bon chemin et c'est compliqué, c'est une quête personnelle, mais au moins de savoir vers quoi il faut tendre, ça te permet d'en avoir conscience et de le faire. En fait, la paranoïa, c'est de croire que ce qui va t'arriver de vraiment grave, c'est pas ce que tu fais toi, mais ce que l'extérieur te fait. Donc tu restes toujours sur la brèche en étant meilleur. Exactement. Mais bien sûr. Parce que pourquoi il faut être paranoïaque? Parce que comme ça t'oblige à être meilleur, ce qui fait que quand ça viendra de l'extérieur, ça ne te touchera pas. Et c'est le défaut de paranoïa qui fait que tu n'as pas vu venir l'extérieur et que les choses que tu ne contrôles pas te heurtent. Et c'est pour ça que je dis que c'est de ta faute, l'extérieur. Si ta boîte sombre dans un tsunami, c'est que tu n'avais pas assez d'argent sur ton compte, en fait. Donc au final, c'est peut-être de ta faute, même si c'est un élément extérieur. Encore une fois, tout dépend de la nature du feedback que tu donnes. Si tu donnes un feedback permanent et que tu ne sais pas voir ce qui est important et pas important, bah tu le fais mal et tu tombes dans le micromanagement absurde. C'est-à-dire que tu as demandé à quelqu'un d'écrire un texte et tu vas passer plus de temps à parler de la ponctuation plutôt que de parler du sens du texte qui a été écrit. Par contre, donner le feedback en expliquant au type que de toute évidence, le texte est à côté de la plaque par rapport à ce que philosophiquement ce texte représente pour l'avenir de ta boîte, ça, c'est pas du micromanagement et tu viens de gagner une session de pédagogie en fait. Et une session de pédagogie a deux sens. Parce qu'encore une fois, tu apprends autant que tu n'apprends en fait. Donc, ce feedback permanent en fait permet de ne parler que des sujets importants. Et c'est ta discipline à toi de savoir parler des choses importantes et de savoir qu'est-ce qui est... Et il y a une bonne façon mentale, hein, c'est qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est agréable. Tout ça tombe dans des choses culturelles, mais par exemple, ne pas avoir la gratification facile, ça peut aider dans ce genre de choses. Parce que comme les gens ont tendance à se contenter de peu, si tu n'as pas la gratification facile, bah, ça monte toujours le niveau. Parce que comme tout le monde cherche toujours à un moment ou à un autre une gratification, ça pousse mécaniquement le niveau vers le haut. Les Américains, ils ont un truc qui s'appelle le shit sandwich. C'est une technique de management à deux balles. C'est tu dis toujours quelque chose de bien avant de dire ce qui va mal. Et une tranche de pain, une tranche de merde, une tranche de pain, une tranche de merde. J'y crois pas du tout à cette histoire. Parce que quand tu es face à des gens vraiment intelligents, ils le prennent mal en fait.
Moi, je pense que le feedback, ça concerne que ce qui va pas, ce qui va, les gens doivent le voir. Et alors, je pense qu'une startup ne devrait célébrer que l'exceptionnel. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et qui est incroyable, ça se célèbre. Et d'ailleurs, il faut avoir le sens de la micro-célébration. Nathanaël, ici, m'a fait une remarque qui m'a fait intérieurement mourir de rire. Il me dit « Ouais, ce family, c'est un truc marrant. Ça fait des mois que j'organise les Barbare Attack sans problème. Il n'y a personne qui m'a jamais dit merci et bravo. Et puis j'ai créé un blog post dans la nuit et tout le monde me félicite en me disant Nathanaël, t'es une star parce que le blog post a eu plein de vues. Mais le blog post était un phénomène exceptionnel. Je lui ai dit c'est bien le minimum qu'on attend de toi que les Barbare Attack. Si à chaque Barbare Attack il y avait un PDG qui venait, je lui aurais dit bravo. S'il y a juste notre réseau qui vient, que les tables sont installées, que les gens ont été prévenus et le truc, ça mérite absolument pas nos félicitations et c'est cool, c'est bien. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs qu'il n'a pas été viré. C'est dans ce sens-là. Donc, toute cette histoire de positivité du feedback, en fait, n'a pas grandement de sens parce que ce n'est pas des moments d'apprentissage. Si tu dis à un type installe les chaises et qu'il les installe bien, le fait de lui avoir dit bravo, les chaises sont installées, tu n'as fait que perdre ton temps. Tu aurais peut-être dû déjà passer à l'étape d'après, c'est qu'est-ce que tu peux faire de mieux que d'installer des chaises, tu vois. Et c'est toujours en fait cette logique du Excelsior qui est que tu dois être dans un environnement où les gens ont toujours envie de se dépasser. Et c'est dur, hein, c'est très dur d'amener les gens à se dépasser parce que pour se déplacer, il faut prendre des risques. Et donc ça suppose aussi que les feedbacks, et alors ça c'est un point qui est très dur à comprendre, c'est qu'un feedback négatif ne veut pas dire que ça remet en cause la place de quelqu'un dans ta boîte. Les gens vivent comme un drame les feedbacks négatifs parce qu'ils se disent ça y est, je suis déconsidéré, je vais perdre en statut, je vais perdre en salaire, je vais perdre en promo, je vais perdre en machin. C'est toujours la même histoire. Tu dis aux gens il faut prendre de l'initiative. Et les gens prennent de l'initiative, ils font n'importe quoi. Alors tu les engueules, tu leur dis mais c'est de la merde là ce que tu as fait. Tu m'as dit de prendre de l'initiative. Bah oui, mais je t'ai pas dit de faire n'importe quoi. Par contre, tu devrais me remercier de t'avoir laissé prendre de l'initiative, d'avoir fait n'importe quoi et de te laisser la possibilité de reprendre de l'initiative à nouveau. Mais si tu refais à nouveau n'importe quoi, tu t'en prendras à nouveau plein la tronche. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu t'en prennes pas plein la tronche quand tu fais pas. Et quand tu feras juste, que tu auras pris de l'initiative et que tu feras juste ton travail et que ça n'a rien d'exceptionnel, bah en plus les félicitations seront l'air de rien hyper anecdotiques. Donc c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à vivre, mais c'est la seule type d'environnement qui peut pousser les startups à produire des choses. Il ne faut pas oublier qu'une startup c'est quand même un environnement où il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de. C'est la fameuse histoire du j'embauche un directeur marketing qui est une star. Et le type arrive et ne sait rien faire parce que la seule chose qu'il sait faire, c'est dépenser les budgets marketing. Et donc d'un seul coup, le type n'est plus une star en fait. Il est juste en fait le énième type qui ne sait pas quoi faire pour rendre ton produit connu. L'une des différences fondamentales entre une entreprise et une start-up, c'est que les gens qui travaillent dans une entreprise sont là pour maintenir l'entreprise en vie et faire ce qu'elle a toujours fait. Alors que dans une start-up, les gens sont là pour délivrer de façon exceptionnelle, pour permettre que quelque chose qui est impossible devienne possible. Et donc ça suppose de surperformer. Les employés de start-up sont forcément des gens qui surperforment. Forcément. Vous pouvez pas, si vous avez juste des gens qui performent, vous n'allez pas aller très loin en fait. Et en plus, vous n'avez pas d'argent pour les payer. Très bien. Parlons de ça. Une start-up qui lève de l'argent, la pire chose qu'une start-up qui lève de l'argent peut faire, c'est de mal payer les gens. Si par exemple, en payant mal les gens, vous tenez 24 mois, et qu'en payant mieux les gens que le marché, vous tenez 12 mois, une start-up devrait payer 12 mois et pas 24. Parce que c'est ce qui permettra peut-être d'amener quelqu'un qui, au bout de 6 mois, aura une performance qui permettra de gagner l'argent permettant de tenir à l'infini. Vous voyez le raisonnement. N'optimisez jamais votre argent dans une start-up. Jamais. N'allez jamais à l'économie. Récemment, il y a une start-up qui vient me voir et me dit « Ah ouais, le ticket pour Hackers on the Runway, il est super cher. » Et pourtant, j'ai vachement besoin de rencontrer tous les gens dans ce truc. Je lui ai dit, bah, vire tes 2 stagiaires qui servent à rien et viens à Hackers on the Runway. Parce que la probabilité que dans un événement comme Hackers on the Runway, la vie de sa startup change est bien plus élevée qu'avec ces 2 stagiaires qui feront jamais rien pendant les 9 prochains mois. Alors, par contre, ça veut aussi dire qu'en 24 heures, il saura si ça marche ou pas ce qu'il fait, alors qu'avec les 2 stagiaires, il mettra 9 mois. Parce qu'effectivement, il me dit oui, mais si ça se trouve, je vais prendre mon ticket et ça va rien me rapporter. Je dis oui, si tu prends ton ticket et que ça va rien te rapporter, c'est-à-dire que ta boîte vaut rien et au moins autant le savoir en 24 heures plutôt qu'en 9 mois. Mais pourquoi? Parce qu'il est dans une logique budgétaire de
à bah, j'essaie d'économiser sur le prix de ce que je fais. C'est toujours la même histoire. On ne devrait pas optimiser son argent, on devrait optimiser son temps.